Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Jean-Robert Raviot qui nous a présenté plusieurs de ses livres et on a fait un grand tour de Russie en parlant de la nouvelle guerre froide, c'est-à-dire les Oui, relations internationales, il y a quelques années déjà, mhm. et c'était un livre quelque peu prémonitoire. On a parlé également d'un sujet qui est peu connu, peu commun en France, c'est le pouvoir russe. Qu'est-ce qui se passe dans le pouvoir? Comment c'est articulé? Comment on en reparlera d'ailleurs ce soir. On avait parlé de l'opposition en Russie, qui Oui, est très absolument. mal connue, par quelques figures comme celle de Navalny. Mais donc on a fait un très très grand tour d'horizon et maintenant on va le compléter avec la figure de Vladimir Poutine que je vais vous laisser présenter et ensuite, si vous le voulez bien, vous répondrez à nos questions. Vous avez la parole. Merci Bertrand pour cette invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens, quelle que soit la localisation de vos activités. Effectivement, je suis un universitaire qui travaille sur la politique russe, hein, donc dans tous ces domaines, dans toutes ces dimensions, que ce soit la politique intérieure, extérieure, et puis les élites politiques, économiques aussi, m'intéressent énormément. Et donc, je me suis attelé à l'écriture de ce petit livre sur Vladimir Poutine avec beaucoup de réticence, parce que c'était la troisième fois qu'un éditeur venait me voir pour me convaincre d'écrire une biographie, ce que j'avais toujours refusé de faire jusqu'à présent, parce que je considérais que ce n'était pas possible. Alors, donc, ce n'est pas vraiment une biographie, hein, donc j'ai intitulé le livre « Biographie politique d'un monarque au XXIe siècle ». Je pense que le mot monarque a dû vous faire tilter un peu, parce que j'essaie d'expliquer qu'effectivement, Vladimir Poutine est devenu un monarque, et c'est une biographie politique. C'est-à-dire que c'est une tentative de saisir la trajectoire de Poutine à travers sa dimension politique, c'est-à-dire qu'il y a d'autres dimensions que j'aborde aussi dans le livre, mais qui sont assez secondaires, puisque c'est la politique qui prédomine dans la perception dont on peut avoir du personnage aujourd'hui, sa vie n'est pas terminée, sa trajectoire politique non plus d'ailleurs à mon avis, et c'était donc extrêmement difficile d'écrire une biographie, tout d'abord parce qu'il y a un problème de source, donc pour écrire, quand on veut présenter, si on voulait présenter une biographie de Poutine, ce que d'autres ont fait d'ailleurs, je les cite dans ma bibliographie, on se heurte à un problème de source qui double. D'abord, toutes les sources ne sont pas ouvertes parce que c'est un personnage vivant. Ensuite, c'est un personnage dans un pays où, par définition, les sources concernant le pouvoir suprême sont extrêmement cloisonnées, maîtrisées, à commencer par les sources et la communication et les données qu'on peut avoir sur sa propre vie sont très bien maîtrisés par lui-même, parce que c'est un professionnel de la communication et de l'information. Je vais essayer de revenir sur ce point. C'est une des, je dirais, les principales caractéristiques de Poutine, c'est d'être un professionnel de la maîtrise de l'information et de l'agencement de l'information et de la fabrication de l'information. En tant que sa formation était au sein du KGB, je vais y revenir. Donc, c'est donc forcément difficile de faire une biographie. D'autre part, ça nécessiterait, par exemple, quelques entretiens, ou des entretiens avec des personnes qui lui sont proches, etc., ce qui est totalement impossible, en fait. À part, ça a été possible, 2 journalistes russes qui ont pu faire ça, un certain Andrei Kolesnikov que j'ai lu, que je cite, qui est le biographe officiel, on va dire, qui a écrit 3 livres successifs sur Poutine, qui sont les biographies autorisées de Poutine et qui sont les plus intéressantes d'ailleurs, où on trouve plein de choses, etc. Mais elles ne sont absolument pas publiées en langues étrangères, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que elles sont les plus intéressantes. Et elles sont aussi tout à fait... ça ne s'apparente pas à ce qu'on pourrait appeler une biographie chez nous. Donc, trajectoire de Poutine. Au départ, ce projet... Alors, Patrick Frémaux a réussi à me convaincre de faire ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un éditeur audio. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu cet éditeur. C'est un peu particulier. C'est quelqu'un qui édite des livres audio et qui édite aussi des disques, des CD, de toutes sortes de musique.
Et il a une collection qui marche assez bien depuis quelques années, qui est une collection de biographies, disons, dites racontées. Donc, à partir du moment où je connaissais cette connexion, j'avais travaillé avec ma femme à un Gorbatchev, j'avais aidé à le faire, enfin, on n'avait pas signé à deux, mais bon, j'avais quand même participé au projet, et j'avais trouvé que c'était un projet intéressant. Donc quand il m'a demandé de faire Poutine, j'ai dit oui, parce que je sais qu'à l'oral, je pourrais faire quelque chose qui correspondra à ce que je veux faire. Et je l'ai fait, et il était très content, il m'a dit « Ah, il faut absolument qu'on en fasse un livre ». Donc voilà, il m'a un peu forcé la main pour faire ce livre, qui n'est pas tout à fait la même chose que le disque, mais qui reprend en fait les trois points que j'ai abordés dans le livre. Alors j'ai fait un plan chronologique très basique, c'est-à-dire Poutine avant d'accéder au pouvoir. J'ai appelé Poutine de l'anonymat aux portes du Kremlin, et puis ensuite Poutine au Kremlin, qui relate sa vie politique, intérieure, extérieure. Et puis ensuite j'ai fait une troisième partie qui m'a demandé un peu plus de travail, d'autant que c'est une partie, enfin que c'est très condensé, que j'ai appelé les légendes de Vladimir Poutine. Au départ, je voulais partir de ça. Je voulais partir du fait que c'est un personnage public extrêmement difficile à saisir, parce que c'est aussi devenu, alors quelqu'un de totalement anonyme au départ, j'y reviendrai, qui est devenu une sorte de rockstar en fait. C'est comme si on faisait la biographie de, je sais pas, d'un personnage aussi célèbre, je dirais, que Mick Jagger ou que donnez-moi un autre exemple de très grande rockstar. Oui, je prends Mick Jagger. Pourquoi je prends Mick Jagger? Parce que c'est quelqu'un que tout le monde connaît, plus ou moins. Tout le monde a une idée de qui est Mick Jagger, les Rolling Stones, tout ça, ça. Mais en même temps, on ne sait pas forcément en détail toute sa vie, etc. Vladimir Poutine, tout le monde le connaît. Vous allez dans le moindre village d'Indonésie, la Russie, c'est Vladimir Poutine. Donc, il est devenu la figure de pays en soi. C'est-à-dire que si on demande à un habitant de la planète tout à fait lambda, la Russie pour vous c'est quoi? Je pense que même avant le Kremlin, ce sera Vladimir Poutine, parce que la télévision et Internet diffusent constamment son image. Donc à partir de là, ça devient compliqué de revenir sur ce personnage qui est donc d'abord, avant tout, une icône, une image, une figure, enfin, donc une légende, au sens vraiment, disons, anthropologique du terme, une image construite qui renvoie à des tas de symboles, à des tas de signifiants qui peuvent être proprement russes, mais qui peuvent être aussi totalement globaux, enfin, je dirais, pas spécifiquement russes. Il renvoie des signes. Il faudrait faire une anthropologie politique de Vladimir Poutine à travers les différents pays pour voir quelle est l'image qu'il projette, comment les gens le perçoivent, ou quelles sont les images qui sont perçues de lui. Donc ça en fait un personnage complexe à saisir, et donc je voulais absolument moi partir de ça, et l'éditeur m'a convaincu qu'il fallait quand même faire quelque chose de plus accessible pour un lecteur, c'est-à-dire rappeler qui il était quand même, où il était né, d'où il venait. Donc je me suis laissé convaincre et j'ai mis cette partie sur les légendes de Poutine à la fin. Alors je vais essayer d'être bref et de parler des trois parties en essayant de ne pas trop répéter ce que vous savez déjà, parce que vous savez déjà plein de choses, je pense, sur lui, peut-être même sans vous en être aperçu. Voilà. Alors, autre écueil d'une biographie, c'est la diabolisation du personnage dans les pays occidentaux, et en particulier depuis 2022, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, où la diabolisation du personnage, qui a commencé avant, la diabolisation, elle commence, je dirais, les premiers signes de diabolisation, c'est vers 2003-2004, puis ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus construit. Il y a des acteurs de cette diabolisation, je pourrais y revenir, américains, anglais, britanniques, occidentaux. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cette diabolisation, elle est vraiment occidentale. C'est vraiment quelque chose d'occidental, parce qu'il n'y a pas de diabolisation de Poutine, ni en Chine, ni en Inde, ni en Amérique latine, ni en Afrique, par exemple, où il est perçu très très différemment. Donc, cette diabolisation, elle monte en puissance. Logiquement, elle prend tout son corps, enfin, elle prend vraiment corps dans les années 2022 et suivantes dans tout le monde occidental.
Et c'est très difficile pour quelqu'un qui écrit sur Poutine de se faire entendre, en fait. Enfin, comme moi, c'est-à-dire d'un point de vue universitaire qui essaye d'être le plus... de poser les choses au maximum, hein, d'essayer de montrer les différentes facettes. J'ai pas forcément... comment dire... enfin, je dirais mon approche en général, c'est que je suis pas quelqu'un qui est dans un quelconque militantisme politique vis-à-vis de la Russie ou par rapport à la Russie. J'essaie de comprendre l'ensemble. J'ai des points de vue, j'ai des amis et des points de vue, des amis en Russie et donc je reçois des points de vue très très différents et très variés à la fois sur Poutine, sur le régime, sur le système politique. Donc j'essaie d'en tenir, enfin disons de comprendre, enfin de toujours montrer que la Russie n'est pas... on l'avait fait dans les séances sur l'opposition, j'avais essayé de montrer qu'il y a plusieurs oppositions et qu'il y a une diversité assez grande et que c'est très réducteur d'enfermer l'opposition. Navalny ne représente pas toute l'opposition, il y a une opposition démocrate, l'opposition communiste. Bon. Pareil sur Vladimir Poutine, les points de vue sont assez divergents et différents en Russie, mais en Occident, c'est vrai que la ligne diabolisante est devenue dominante et c'est très difficile de présenter quelque chose, parce que tout de suite, on va essayer de vous situer sur l'échiquier de est-ce que vous êtes pro-Poutine, anti-Poutine, poutinien, poutinophile, poutinolate, poutinophobe, etc. Alors, j'essaye de rester, évidemment, j'essaye, en tout cas, mon objectif, c'est de montrer, de mettre à plat le personnage autant que ce soit possible. Donc, il faut, avec beaucoup de modestie, le faire, parce que c'est très difficile, en fait, parce qu'on a peu de sources, c'est qu'il faut partir de points précis. Alors, on sait par contre qu'il est, avec certitude, qu'il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad. Alors, j'insiste sur Leningrad parce qu'il est né à Leningrad. Voilà. Il n'est pas né à Saint-Pétersbourg. Il est né à Leningrad, et Leningrad, bien que ce soit la ville, cette ville est devenue Saint-Pétersbourg, Leningrad n'est pas Saint-Pétersbourg. Leningrad, c'est une ville chargée de sa propre identité, une identité qui est très marquée, enfin qui est centrée sur la Seconde Guerre mondiale et sur le blocus de Leningrad, donc qui a été subi par la population de Leningrad entre 41 et 44. Et donc Poutine est très marqué par ce blocus parce qu'il est le troisième enfant d'un couple qui a eu déjà 2 fils auparavant, mais qui sont morts pendant le blocus. Donc il est arrivé en 52, ses parents avaient 41 ans, tous les deux, donc c'est extrêmement vieux à la fois pour l'époque et voilà, aujourd'hui ça paraît assez normal d'avoir des enfants à 41 ans, mais à l'époque c'était vraiment exceptionnel. Et c'est l'enfant, on va dire, l'enfant si j'ose dire, qui arrive après tous les autres, après la mort de 2 frères précédents, dans un contexte extrêmement difficile qui est celui d'une ville qui se relève de cette guerre, de ce blocus, de ces centaines de milliers de morts. Il est né dans un milieu relativement modeste. Sa mère était ouvrière d'usine et son père, qui avait servi dans l'armée, était lui-même travaillé dans des cantines. Et il va grandir en fait dans cette atmosphère assez sombre en fait de la Leningrad des années 50. Et il entre à l'école. Et là, alors il y a quelque chose qui m'a intéressé dans le livre, c'est de montrer comment il y a une certaine ambiguïté sur son parcours scolaire, parce qu'il est à la fois présenté, enfin, il a tous les signes extérieurs du bon élève. Donc il va dans une école spécialisée, on le met en première langue allemande, et l'allemand va devenir une langue de spécialité, donc on le met dans une école de spécialité, ce qui dans le système soviétique voulait dire que c'était plutôt un bon élève avec des capacités. Il va faire de l'allemand sa langue, donc une langue qu'il va utiliser ensuite, qui va revenir. Sa connaissance de l'allemand est très importante dans sa vie, détermine beaucoup de choses. Mais lui, par contre, sa communication va être toujours de maintenir... Enfin, il construit l'image pas d'un voyou, mais d'un garçon un peu turbulent, voilà, qui a des fréquentations un peu difficiles, qui dit dans sa première autobiographie, alors le premier texte qu'on a sur lui, c'est un texte de journaliste qui a été rédigé en 2000, qui s'appelle « À la première personne », Poutine à la première personne. C'est un texte dans lequel Poutine, qui est alors président par intérim,
après le retrait de Boris Yeltsin, se raconte avec des photos, etc. Et c'est un texte dans lequel on le fait parler. Donc les journalistes qui le font accoucher en quelque sorte d'une parole. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement, il n'est absolument pas connu du grand public. Il va devenir président, il va être élu, mais personne ne le connaît vraiment. Ce n'est pas un personnage public du tout. Donc, il faut faire ça. Et donc, il raconte là-dedans. Moi, je n'étais pas un bon petit pionnier. Donc ça, j'ai vraiment vérifié qu'il n'a jamais été pionnier. Et sa mère ne voulait pas qu'il soit pionnier. Bon, c'est très étonnant. Alors, certaines sources disent qu'il a été baptisé et qu'on lui a fait une demande de baptême pour lui. Bon, c'était très compliqué dans les années 50 de le faire, et c'était exceptionnel. Il n'y a pas de source qui l'atteste vraiment de cette demande de baptême. Mais il dit, moi, je n'étais pas un bon petit pionnier, j'étais un garçon des cours. Un hooligan. Bon, alors, ça fait référence à une expression russe, donc le garçon des cours, dvarov et ribionak, ça veut dire le garçon qui, après l'école, traîne dans la cour. Bon, il faut voir que Leningrad ou Moscou sont des villes avec des cours intérieures très grandes où les enfants, à l'époque, jouaient. Maintenant, c'est fini, mais à l'époque, jouaient comme ça. Il y avait des bandes de garçons et de filles qui jouaient dans la cour. Et donc, il y avait les enfants des cours, et puis il y avait... moi, j'ai des amis qui disaient toujours, moi, mes enfants, je veux pas qu'ils aillent dans la rue, qu'ils aillent dans la cour, parce que moi, mes enfants, je veux qu'ils soient bien élevés, intelligent medici, donc les enfants d'intellectuels ne vont pas dans la cour. Bon. Donc, lui, il était un garçon des cours. Et donc, ensuite, bon, pour canaliser disons, la rage ou l'espèce d'énergie qu'il y avait en lui, on va le faire du sport, on va lui faire du sambo. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le sambo, mais c'est une espèce de sport de lutte proprement russe, et puis du judo. Et comme il est assez doué, il va donc rester dans son club, et à un moment il est question qu'il devienne professionnel, mais ça ne se fera pas. Et son entraîneur va dire, à propos de son entraîneur, qu'il m'a sorti d'un destin tout tracé de garçon des cours, sans lui tout aurait tourné d'une autre manière. Bon, alors, tout ça, en fait, ça participe d'une écriture de soi qui ne correspond pas tout à fait à ce que dit son institutrice, par exemple, et sa prof d'allemand aussi, qui vont dire non, mais c'est un garçon assez brillant, assez bon élève, etc., gros potentiel, voilà. J'ai réussi à l'arracher, dira une de ses institutrices, qui va devenir très connue, une certaine Viera Gurevich, qui est prof d'allemand et qui va devenir une des grandes figures de la communication sur l'enfance de Poutine. Donc on va la voir reçue au Kremlin, au moment des inaugurat, si je peux comment on dit ça en France, investiture, voilà. Bon. Et puis elle va y avoir des interviews sur elle, des émissions, etc. Et donc cette Viera Gurevich a quand même dit, bon, j'ai réussi à l'arracher à ses mauvaises fréquentations, ces deux frères Kavchov avec lesquels il traînait sur les toits des garages et dans les jardins. Bon. Donc il y avait quand même un fond de vérité dans cette histoire de un peu hooligan, un peu... bon. Alors, voilà ce qu'on peut dire de son enfance. Des parents âgés pour l'époque, sans doute très fatigués par une vie difficile, et donc qui avaient donc, quand il était adolescent, c'était des gens qui avaient une cinquantaine d'années, donc ils étaient vraiment très âgés en fait. Il faut se représenter des gens aujourd'hui qui auraient 70 ans en France, quoi, 75 ans, quelque chose comme ça. Donc il est un peu livré à lui-même, et il va être canalisé à la fois par le sport, le judo, l'allemand, et puis donc il y a cet événement très très étonnant qu'il raconte dans son autobiographie et que je raconte dans le bouquin parce que ça me semble être utile de comprendre, pour essayer de comprendre le personnage. Il y a des choses très très étranges chez Poutine que je pointe comme ça, j'ai pas forcément d'explication, mais c'en est une. Il raconte donc dans son autobiographie qu'à l'âge de 13 ans, à peu près 13-14 ans, il va se rendre au bâtiment du KGB à Leningrad, donc une espèce de grand bâtiment très très impressionnant. Bon. Il fait toc toc toc, et puis il y a quelqu'un qui le reçoit, qui lui dit voilà, entrez, qu'est-ce que vous voulez? Il dit bah voilà, je voudrais savoir comment on devient agent de renseignement, parce que je voudrais faire ça, parce que je suis passionné par ce métier.
Et le monsieur lui dit, enfin, il raconte, voilà, le monsieur me dit, ben écoutez, voilà, tu sais, c'est pas vraiment un métier où on va où tu vas, disons, postuler, c'est plutôt quelque chose, on va venir te chercher, mais c'est bien de faire des études de droit. Et il explique. C'est pour ça qu'ensuite j'ai opté pour des études de droit. Bon, c'est évident que cet épisode est totalement faux, puisque c'est impossible d'imaginer qu'un enfant de 13 ans puisse faire toc-toc. C'est impossible d'imaginer que si on fait toc-toc-toc à la porte du KGB de l'époque, quelqu'un ouvre la porte. Hein, c'est pas du tout, si vous voulez, le genre d'institution. Il n'y a même pas de journée porte ouverte, si j'ose dire. Ah, c'est pas du tout. C'est complètement. Alors, ce qui est très très étonnant, c'est 3 lignes dans son autobiographie, mais elles ont fait l'objet de beaucoup de commentaires en Russie. Hein. Pourquoi a-t-il raconté ça? Pourquoi a-t-il raconté cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, elle est très étrange, et donc elle dénote une bizarrerie. C'est pas la seule. Vous allez voir que souvent il raconte des choses très étranges auxquelles on n'a pas d'explication. Pourquoi il dit ça? Personne n'a d'explication. Toujours est-il qu'il essaie de trouver une rationalité, et donc à son entrée il essaie de montrer qu'il a une vocation d'agent de renseignement, que agent de renseignement c'est très très bien. On sauve des pays. Alors il a une phrase que j'ai citée: on peut sauver un pays sans tirer sans être armé, sans le moindre, comment dire, un bon espion peut à lui seul faire ce que des armées ne pourraient pas faire. Et donc, qu'est-ce qu'il cite à l'appui de ça? Il cite une série télévisée qui a été reprise ensuite beaucoup comme étant une figure, la fameuse série Les 17 moments du printemps, que voilà, Bertrand, vous l'avez, je crois que vous m'avez dit que vous l'aviez regardé. Oui. Voilà, vous avez beaucoup de courage parce que c'est, je trouve, extrêmement ennuyeux. C'est bien joué, c'est très très bien joué, c'est joué par un très grand acteur, hein, Vyacheslav Tikhonov. Bon, mais c'est bien, mais c'est l'histoire d'un agent double, d'un agent soviétique qui est infiltré dans la haute administration, on peut dire, du Troisième Reich en 44 ou 45, et qui effectivement fait des opérations. Et donc cette série qui est des années 70 aurait été une série qui l'a beaucoup marqué. De même, une autre série qui s'appelait le glaive, enfin Sheet Image, qui veut dire très exactement le bouclier et le glaive, qui est une série sur les agents extérieurs soviétiques dans différents pays. Et donc voilà, je voyais ça, et comme beaucoup d'enfants de ma génération, je trouvais que c'était formidable, le métier d'espion, le métier d'agent de renseignement, c'est extraordinaire, donc j'ai voulu devenir agent de renseignement. Bon, donc vous voyez que moi j'ai quand même un petit doute sur la véracité de ce discours, et je pense qu'en fait il est entré là parce qu'on est venu le chercher et qu'il ne savait pas trop quoi faire de sa peau. En 75, quand il quitte la fac de droit de Leningrad, alors il n'a pas eu Antoine Yoncan et Guy Carcassonne, mais il a eu Anatoly Sobchak comme professeur, qui va devenir maire de Saint-Pétersbourg en 90, donc on va le retrouver ensuite. Et il est en fait un jeune homme de 23 ans, il ne sait pas trop quoi faire de sa peau, qui se dit bon bah pourquoi pas, oui bon bah voilà c'est bien, c'est ça, où par le judo et par le sport il était amené de toute façon un peu vers les clubs militaires. Donc s'il avait fait une carrière de judoka, il aurait été probablement dans un club de Leningrad, des clubs de l'armée en fait soviétique. Donc c'est des gens qui font du sport professionnel en étant militaire aussi professionnel. C'est comme ça qu'on pouvait continuer à faire du biathlon, des tas de sports comme ça. Donc c'est pas le cas. Donc il va entrer dans une autre armée qui est celle du KGB parce qu'il a fait de la fac de droit et que voilà, c'est un boulot comme un autre et il n'a pas trop d'idées sur ce qu'il veut faire. Moi, c'est comme ça que je pense, début de carrière. Alors s'ouvre ensuite sa période qui va de 75 à 85, qui est une période pendant laquelle Vladimir Poutine est un agent d'enseignement au KGB à Leningrad, et où ses affectations, en fait, il y a trois grandes thèses sur l'affectation. Voilà, il aurait été, selon certaines sources, il a été dans la direction qui était chargée de la surveillance politique et donc de la dissidence, du non-conformisme ou des activités politiques dissidentes. Selon d'autres sources, il a été assez rapidement affecté à la nouvelle
direction du KGB qui a été constituée en 1978 et qui est une direction économique qui était affectée à la surveillance de l'économie pour lutter contre la corruption. Donc ça, c'était la fameuse arme d'Andropov contre Brejnev, hein, parce qu'à cette époque, il y a eu plein d'affaires de corruption, l'affaire du coton en Ouzbékistan, où on a vu le gendre même de Brejnev mis en cause dans une affaire, enfin bref. Donc c'était il y avait une espèce de lutte intestine à l'intérieur de l'appareil du parti et de l'État, entre le KGB et disons, et Brejnev, hein, le chef du parti, et pas mal de membre de la nomenclatura de l'époque. Donc, il a pu être affecté là, ce qui pourrait être plausible, parce qu'après, on le retrouve très impliqué dans les histoires d'entreprises, justement, dans les années 90. Et d'autres ont dit, il a essayé, il a fait plusieurs boulots assez... il était affecté à la 3e direction, c'était une direction de travail très, très basique de surveillance, sans beaucoup d'intérêt, et il a tout essayé pour essayer d'être... accepté à l'école, à l'académie en fait du KGB de Minsk, qui préparait les agents qui étaient envoyés à l'extérieur de l'URSS, donc pour l'espionnage proprement dit. Et donc l'objectif c'était d'aller en Europe et peut-être en Allemagne fédérale. Et il n'a jamais réussi à passer, il n'a jamais réussi à le faire. Bon, donc voilà, vous avez trois thèses, aucune vérifiable parce que les archives ne sont pas disponibles. Et lui n'a jamais vraiment parlé de cette période. Voilà. Il n'a jamais dit ce qu'il faisait exactement. Bon, voilà. Il dit voilà, j'étais au KGB, point. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en 85, il est envoyé en mission à l'extérieur, donc en Allemagne de l'Est, en RDA, à Dresde. Et à Dresde, en fait, il est affecté à une unité assez importante de surveillance. Le KGB à Dresde donc travaille dans un ensemble en collaboration avec l'Allemagne, avec la Stasi est-allemande, donc c'est travaille étroitement avec les Allemands, et donc c'est la base qui collecte l'ensemble des renseignements, des écoutes sur l'Allemagne de l'Ouest. C'est vraiment la base d'écoute, donc on traite l'information qui vient de l'Ouest. Voilà. Donc c'est pas une position subalterne, comme beaucoup ont essayé de le dire. Il y a beaucoup de biographies américaines qui disent oui. Alors là aussi, il y a deux thèses possibles. Hein. Il y a la thèse tout ce que je rapporte dans le bouquin. Il y a une thèse qui consiste à dire qu'il faisait un boulot sans intérêt, de la pure paperasse, et qui s'ennuyait comme un rat dans son bureau avec un certain camarade. Donc je vais rappeler, parce que ce camarade a écrit un bouquin. Donc je me suis basé sur ce bouquin pour raconter le quotidien de Poutine à l'époque. Et puis d'autres sources, notamment archives, notamment tirées. Les archives de la Stasi, elles, ont été ouvertes, donc on a vu des choses. Et donc il y a plusieurs d'historiens qui tentent à dire qu'il a été affecté à des opérations assez délicates avec la Stasi, donc notamment des opérations qui consistaient à toute une opération dans les années 80, 87, 88, où un certain nombre de terroristes ouest-allemands de l'ex-bande Bader sont protégés dans les pays de l'Est. Il y en a qui vont être en résidence à Budapest, enfin on les met là. Et donc Poutine aurait été celui qui, côté KGB, était responsable de tout ça. Bon. Alors vous voyez, il y a plusieurs thèses. J'essaie de les rapporter un peu toutes. Et moi, je n'ai pas d'idée, mais par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de lire le livre qu'a écrit son camarade de bureau à l'époque, camarade de bureau qui raconte que Poutine et lui s'ennuyait énormément dans ce bureau, qu'il ne faisait pas grand-chose, que ce n'était pas très intéressant. Donc une autre journaliste plutôt très anti-Poutine, Masha Gersson, dit Poutine et ses collègues étaient réduits à rassembler d'insignifiantes coupures de presse et à amasser des montagnes d'informations inutiles pour le KGB. Bon. Donc, alors, c'est ce qu'a l'air de dire son ami Vladimir Ussoltsev. Mais ce qui est intéressant dans le livre d'Ussoltsev, c'est qu'il rapporte un certain nombre de traits de caractère, qui était publié en 2001, donc l'année d'après son accession à la présidence. Alors voilà ce que je cite, parce que je trouve que les propos sont intéressants. Malgré son très grand conformisme, donc c'est ce qu'il dit de Poutine, lié à son appartenance
il gardait en lui une touche poétique, je dis bien, de fierté tchéquiste. Alors la fierté tchéquiste, c'est la fierté d'être membre du KGB, liée à son appartenance à une institution, le KGB, qu'il voyait comme le bouclier de la défense de sa patrie. C'était un homme très peu politisé, très prudent. Contrairement à moi, qui suis de Sibérie, qui m'ouvre facilement de mes opinions personnelles, assez critiques et ironiques sur notre direction politique de l'époque et notre gérontocratie finissante, Vladimir Poutine était un homme prudent qui conseillait à son collègue de ne pas trop parler et de se concentrer sur sa vie privée. Et donc, il cite de mémoire Poutine, « Nous, les agents de renseignement, nous ne sommes que des araignées dans un bocal. On ne peut rien changer. Il vaut mieux s'occuper de soi-même. » Et là, ce qui m'a retenu mon attention dans ce livre, c'est l'éloge que Poutine ferait de la propriété privée et d'un mode de vie plus capitaliste, plus libéral. Il dit « Travailler pour soi et pouvoir transmettre le flux de son travail à ses descendants, c'est la loi naturelle. En travaillant pour soi, on fait le bien de la société. » Volodya, donc Poutine, n'était absolument pas carriériste. Il disait qu'il savait qu'il ne serait jamais général et que, en fait, il était assez désabusé sur la nature de son travail et la hiérarchie qui était placée au-dessus d'eux. Voilà, donc c'est dans ces conditions que Poutine, en fait, en 89, se retrouve en Allemagne de l'Est et il assiste en direct à la chute du mur de Berlin. Il assiste en direct à ces manifestations à Dresde qui sont très importantes, qui vont ébranler la RDA et puis le régime de la RDA qui ne va pas tenir très très longtemps, comme vous le savez. Il va assister à tout ça en direct et il va même protéger pendant l'épisode de 89 les bâtiments du KGB. Donc il raconte ouvertement qu'il va détruire les documents, passer à la broyeuse des documents, on va ramener d'Ardar un certain nombre de documents à Moscou. Il ne s'agirait pas de... Bon, ils ont aidé les collègues de la Stasi à détruire aussi, à faire cacher un certain nombre de dossiers, les passer en URSS, etc. Il le raconte, tout ça. Mais surtout, il assiste à la réunification de l'Allemagne de l'intérieur, si je veux dire, au processus de la réunification de l'Allemagne. Et je pense qu'il prend conscience de la réalité géopolitique. Quand il parle de choc géopolitique, je pense que c'est d'abord un choc personnel, puisqu'il a vécu le changement politique en tant qu'expatrié dans un pays duquel l'URSS a dû s'est retiré ensuite, militairement, politiquement, etc. Et il a très bien pris la mesure du changement politique international très profondément, beaucoup plus que beaucoup de Russes. Beaucoup de Russes et beaucoup de dirigeants soviétiques. Je pense que ces gens qui étaient expatriés dans les ambassades ont vraiment compris ce qui se passait. Et donc, c'est la décision qu'il prend en 90, c'est de démissionner du KGB et de rentrer en Russie. Il rentre à Leningrad, qui devient Saint-Pétersbourg, et là commence une nouvelle carrière pour lui, une autre vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une parenthèse qui est faite. Il décide de quitter le KGB et de faire autre chose. Alors il se dit, voilà, j'ai fait des études de droit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je peux peut-être faire une thèse, ou aller voir mon vieux prof, ou faire quelque chose, essayer de me recycler. Je parle allemand, reprendre des études, faire du droit privé, parce que droit commercial, droit des affaires, je sais pas, vous voyez, les juristes, il y a quelques juristes ici. Bon. En tout cas, son idée, c'est de quitter l'État, de quitter le service de l'État et de se reconvertir plutôt dans le privé. Et puis, son destin va le rattraper puisque son vieux prof, Anatoly Sobchak, alors il va d'abord aller à l'université et le recteur de l'université lui dit, mais écoute, enfin le doyen de la fac de droit lui dit, mais moi j'ai besoin de quelqu'un un peu pour faire une sorte d'assistant, enfin bon... Donc c'est ce qu'il va faire pendant un certain temps. Et puis rapidement, Sobchak devient maire de Saint-Pétersbourg et Sobchak va le faire venir à la mairie en tant que conseiller pour les affaires de commerce extérieur. Il dit voilà, quelqu'un qui était au KGB et qui en plus a une expérience internationale. Il est en Allemagne, il parle allemand. Bon, il ne présente pas trop mal. On va faire ça. Et c'est comme ça qu'il va rentrer en fait dans dans un nouveau cénacle auquel il n'est pas du tout habitué. Qui est un cénacle de l'intelligentsia démocrate de Leningrad. Démocrate libéral plutôt pas du tout formaté par le Parti communiste, en tout cas voulant s'en libérer, et puis très lié aussi à Yeltsin qui devient président de la Russie en 91.
Donc les liens entre Yeltsin et Sobchak sont très étroits. Et Poutine va devenir en fait un conseiller dans cette nouvelle galaxie du pouvoir russe, démocrate, qui est en rupture avec le passé communiste, hein, et dans laquelle il entend des discours auxquels il est sans doute pas du tout habitué. Voilà. Mais bon, dans lequel il va exister. Donc il commence une véritable deuxième vie. Je pense que là, quand on le présente, souvent les biographes le présentent comme un ancien du KGB qui va ensuite devenir le porte-parole de la revanche du KGB sur les oligarques. C'est vrai, mais c'est pas vrai à cette époque-là. Bon, il y a un cheminement quand même. Et donc, ce qui est important dans la trajectoire, c'est effectivement les différentes étapes par lesquelles on passe. Et cette étape est très importante parce qu'il vraiment il rompt avec l'idée qu'il est au service de l'État, qu'il est bon. Alors c'est comme ça que sa carrière va se construire aussi dans une très grande loyauté personnelle à l'égard de Sobchak. J'essaie de le dire, par exemple Sobchak qui décède en 2000 au moment où Poutine est président en fait, ou juste avant, enfin pendant pendant la période où il est président par intérim, Poutine se rend aux obsèques de Sobchak et pleure publiquement. C'est une rare fois on l'a vu pleurer publiquement. Donc ça veut dire qu'il y avait un très grand attachement. Pas mal de sources écrites le disent aussi, en témoignent de cet attachement à son chef, mais son chef qui va avoir de gros problèmes. D'abord, il n'est pas réélu en 1996 à la mairie de Saint-Pétersbourg, et ensuite il y a des gros problèmes avec la justice. À un moment, il va se réfugier en France. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, mais il a vécu en France dans les années 98-99. C'est assez embarrassant pour le président Chirac c'est un peu le bout de scotch au bout des doigts, donc il ne voulait pas se mettre... Enfin bref, c'était compliqué à gérer pour Chirac, parce que Chirac allait beaucoup à Saint-Pétersbourg à l'époque, pour des raisons privées, on va dire, et sans cesse, il était apostrophé par Sobchak ici, et par ses amis pour lui dire bon, président, vous pourriez peut-être un peu intercéder en notre faveur, etc. Bon, ils étaient vraiment en exil, les Sobchak, ils sont revenus. Bref, Poutine... après cet épisode judiciaire, est resté en contact avec Sobchak et a tout fait pour essayer d'en tirer. Et Poutine en a voulu beaucoup à un certain procureur général de l'époque, qui s'appelle Skouratov. On va retrouver un tout petit peu quelques années après, parce que c'est Skouratov qui a vraiment porté le coup de grâce contre Sobchak, en fait. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment où Sobchak quitte la mairie, est battu aux élections? Il y a une ambiance terrible, il y a eu des meurtres dans l'équipe municipale. C'est une époque, il faut se rappeler de la Russie des années 90, c'est une époque où on tire, où il y a à balles réelles, hein, il y a des journalistes assassinés, des hommes politiques assassinés, des chefs d'entreprise assassinés, des oligarques assassinés. C'est monnaie courante, si j'ose dire. Hein. Donc c'est un sport dangereux, la politique. Et donc, Sobchak, au moment où il quitte le pouvoir, va transférer, ou plus exactement faire accepter, va permettre à plusieurs de ces hommes, des hommes de son équipe, d'arriver au Kremlin. Et c'est là que se passe la translation, en fait, où Poutine arrive au Kremlin, mais pas seulement Poutine, toute une équipe autour de lui. On va retrouver aujourd'hui une grande partie des hommes forts du régime, que sont Setchine, par exemple, qui est le patron de Rosneft, Miller, patron de Gazprom, Medvedev lui-même était jeune, on va dire, porte-valise dans l'équipe Sobchak. Il n'avait pas vraiment un poste, mais il était quand même déjà juriste, conseil, avocat de la mairie. On va retrouver plusieurs hommes comme ça qui jalonnent bien sûr Patrouchev, on trouve également Chemezov, enfin, on en trouve 7 ou 8 qui vont... Alors, Poutine va être d'abord dans l'administration présidentielle, et là, c'est intéressant parce qu'il raconte qu'il est affecté au suivi des questions de région et de la politique de relation entre le pouvoir central et les régions et les périphéries. Et là, pour la première fois, il va connaître la Russie. C'est-à-dire qu'il faut attendre l'année 97 pour que Poutine aille, par exemple, pour la première fois à Rostov-sur-le-Don, il aille en Sibérie, dans l'Oural, etc. Comme son job
lui impose de voyager, il découvre son propre pays. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quand même à plus de 35 ans, il va découvrir ce que c'est que l'URSS, ce que c'est que la Russie profonde. Il a été qu'à Leningrad, un peu à Moscou comme tout le monde, et puis en Allemagne de l'Est, et puis c'est tout. Il ne s'est pas beaucoup promené. Si, il est allé à Kaliningrad pour se marier avec sa femme, une hôtesse de l'air, avec laquelle il s'est marié en 1978, mais c'est tout. Bon. Et il n'a pas beaucoup voyagé. Peut-être il est allé une fois en Crimée, comme ça en vacances, je suppose, mais c'est tout. Donc il découvre son propre pays, en fait. Et c'est quelque chose d'assez commun dans l'élite russe, d'être assez moscovite ou pétersbourgeoise et de ne pas très bien connaître le pays. C'est quelque chose d'assez courant. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même un très grand pays avec des grandes universités sous les territoriales, donc ça en dit long sur le côté microcosme en fait du milieu politique. Alors on critique la France pour ça, mais la Russie c'est encore pire. Hein. Bon, voilà. Donc il devient assez rapidement quelqu'un de remarqué pour sa loyauté, son sérieux, sa discrétion aussi. C'est quelqu'un qui ne donne pas d'interview, qui très passe-muraille. Personne ne le remarque, c'est très très bien. Il y a une journaliste qui raconte, qui a écrit son autobiographie. Il dit voilà, on a passé en revue des tas de photos pour essayer de trouver des photos. Et à chaque fois qu'on regardait des photos des événements à Saint-Pétersbourg, on s'est aperçu, en cherchant Poutine, qu'il était presque tout le temps là, sur toutes les photos officielles de Sobchak, etc. Mais personne ne l'avait jamais vu. En fait, n'avait jamais remarqué qu'il était là, en fait, parce que si on le voyait, il est invisible. On ne le voit pas, il passe inaperçu, il y a des gens comme ça. Bon. Par contre, quand on cherche, on se dit, ah ben tiens, il est là, ah ben tiens, il est là, ah il est là, il a assisté à ceci, à tel et tel événement, et notamment, arrivé au Kremlin, il va commencer à faire des petites choses pour sa ville, et notamment, il va créer en 97 le fameux Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui dure jusqu'à aujourd'hui, et qui est devenu une sorte de Davos russe, enfin pour le monde russe. Alors, c'est comme ça qu'il va peu à peu, en fait, entrer dans les grâces de la famille, dont la famille, c'est la famille Yeltsin, qui cherche à pérenniser l'héritage de Yeltsin, à l'heure où ce dernier faiblit considérablement, à la fois sur le plan politique, il est très impopulaire, mais aussi sur le plan physique et je dirais, de sa propre santé. Et bon, la grande inquiétude de la famille Yeltsin en 1999, c'est de trouver un successeur. Alors, la succession est très complexe, mais elle s'impose. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument garder l'immunité présidentielle. Voilà, il faut pas quelqu'un d'hostile, parce que sinon, des tas d'affaires qui se sont déroulées entre 1993 et 2000 vont être divulguées. Et il y a déjà une attaque qui a lieu en 1999 contre Yeltsin et contre son entourage, et qui vient du procureur général de la Russie, qui va en fait tenter de déclencher une giga opération de blanche, enfin comment dirais-je, de main propre au Kremlin, en instrumentalisant une affaire qui est une affaire assez sombre, de marchés publics truqués, avec des rétrocommissions touchées par une dizaine de personnes autour de l'entourage de Yeltsin. Une société suisse de réfection des bâtiments publics qui s'appelle Mabetex. Cette société, qui est tenue par des Albanais du Kosovo, a travaillé dans le monde entier, l'Afrique, le Congo, le Gabon, enfin, je cite de mémoire. Et sa grande spécialité, c'est la réfection des bâtiments publics. Donc cette société a eu des marchés donc dans les années 94, 96, 97 à Moscou. Et donc Carla Del Ponte, qui est à l'époque procureur général de la Suisse, débarque à Moscou en 99 en disant voilà, là je vous remets la liste des gens qui j'ai fait lever le secret bancaire sur un certain nombre de comptes, et donc voilà, vous pouvez maintenant travailler. Elle donne ça donc au procureur général Skouratov, qui est toujours le même que celui qui avait déclenché les poursuites contre Sobchak. Et donc, qu'est-ce qui se passe 3 semaines après? Alors, 3 semaines après, quelques jours après même. Donc, Skouratov apparaît à la télévision en menaçant en fait l'administration présidentielle, en disant j'ai des noms et il faut vraiment que la lumière soit faite, etc. Quelques semaines après, à la télévision, à une heure de grande écoute, on voit apparaître
une vidéo avec prise dans un sauna où on voit un homme qui ressemble à Skouratov en compagnie de deux femmes très dénudées, complètement dénudées. Et on dit voilà le procureur général du Skouratov, l'homme qui veut mettre la Russie, enfin qui veut nettoyer la corruption, se repose dans des saunas en compagnie très légère. C'est scandaleux. Bon. Donc ça passe à 21 h à la télé, sur toutes les, enfin sur une grande chaîne. Et donc le président Yeltsin décide de révoquer le procureur général pour conduite immorale. Bon, alors ça fait rigoler tout le monde en Russie, parce qu'en Russie, on ne considère pas que ce soit si immoral que ça. Et en plus, c'était vraiment une caméra vidéo, on voyait ça, c'était de très loin, donc ça pouvait être n'importe quel homme du même âge, avec la même corpulence, il ressemble à un Russe moyen, bref. Néanmoins, le Conseil de la Fédération, il va se passer 3 semaines de suspense, pendant lesquelles, bon, on va se demander ce qui se passe, il va être révoqué. Et donc ça va créer une véritable conflit politique entre, d'une part, Yeltsin et d'autre part son Premier ministre, Primakov, et le maire de Moscou, qui vont entrer en opposition à Yeltsin, qui vont dire cette fois-ci c'est plus possible, il faut vraiment constituer une opposition au président Yeltsin et imposer un candidat qui ne sera pas celui de Yeltsin. Il faut qu'on gagne les prochaines élections. Voilà. Donc on est dans l'année 99, qui est l'année de conflit politique majeur en Russie, de très très grandes tensions, et j'y vivais à l'époque, je me souviens très bien. Et il y a de fortes présomptions pour considérer que la vidéo exposant Skouratov ait été un montage, et que ce montage a été fait, il faut se replacer en 99, hein, il n'y avait pas, c'était la préhistoire par rapport aux moyens dont on dispose aujourd'hui. Hein. Bon, pour fabriquer ce compromat, il y a des mains très professionnelles qui sont sans doute très proches du KGB, du FSB, et à l'époque, Poutine était justement directeur du FSB. Donc, il y a de fortes présomptions que Poutine ait été derrière cette vidéo, et qu'il ait donc sauvé la mise de Boris Yeltsin. Et donc, c'est pour cette raison qu'il aurait été promu, puisque la fille de Yeltsin dira Vladimir Vladimirovitch était l'homme le plus loyal, le plus solide de l'équipe, etc., etc. Il devient Premier ministre en août 99, et là, il devient une figure charismatique, et il se transforme en homme d'État. Peu à peu. Alors, c'est pas... Donc, c'est une... Alors, bon, je ne veux pas revenir en détail là-dessus, c'est expliquer... Là, c'est un domaine que je connais bien, donc j'ai beaucoup développé ça dans le bouquin. Comment cette chrysalide se transforme, et cet homme extrêmement peu fait pour la communication devient une bête de communication, si on peut dire. Mais tout ça ne se fait pas en une journée. Donc, bon, j'ai retracé. Poutine arrive au Kremlin, et en arrivant au Kremlin, c'est vraiment un néophyte, hein, un néophyte dans tous les domaines. Un néophyte, mais un néophyte qui a par contre un sens très fort, un sens très aigu des rapports de force, et un sens très aigu des limites, de la nécessité qu'il va y avoir à, disons, nettoyer, connaissant très bien le milieu qui l'entoure et qui l'a porté au pouvoir, étant convaincu que s'il veut, et qu'il faut nettoyer ce milieu. Voilà. Donc il va se retourner. Donc en fait, c'est l'héritier de Boris Yeltsin, c'est très paradoxal, il est à la fois l'héritier de Boris Yeltsin, porté par le clan Yeltsin au pouvoir, mais il va très rapidement, en quelques années, se transformer en liquidateur de cet héritage. Il faudra en gros 4 ans pour passer de l'étape... il va mettre du temps, c'est quelqu'un qui, par exemple, pendant 4 ans, 3 ans, va garder le même chef de l'administration présidentielle, c'est-à-dire le bras droit immédiat. Il ne va pas le changer. Il le changera en 2003, pas avant. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté, il y a un certain savoir-faire dans le maniement des personnes. Mais ce qu'on remarque tout de suite, dès les premiers mois, c'est le changement de la communication externe. C'est-à-dire, on remarque que Vladimir Poutine est quelqu'un qui veut plus que l'information soit... Enfin, que ça... Les indiscrétions, les fuites, tout ça, en quelques mois, c'est fini. Voilà, on voit que hop, il a repris la main, et c'est son métier. Hein, c'est son métier. Son métier, c'est d'instituer, par exemple, dans les régions, une nouvelle institution qui s'appelle le représentant plénipotentiaire du président,
Alors, qu'est-ce que c'est que ce représentant plénipotentiaire? C'est un fonctionnaire qui est nommé par le président, révoqué par le président, et qui a la charge de mieux coordonner l'action de l'exécutif dans une région. Et en fait, quand on examine cette institution, on s'aperçoit qu'au départ, bon, il s'agit d'essayer de faire pression localement pour que les lois fédérales soient mieux appliquées, que la politique du Kremlin soit mieux relayée. Donc on est dans le début de cette centralisation politique qui va être sa marque de fabrique entre 2000 et 2008, on va dire. Mais c'est aussi surtout quelqu'un qui est chargé de faire remonter l'information. Voilà. C'est-à-dire que pour mieux gouverner les régions, il faut d'abord connaître ce qui s'y passe, savoir ce qui s'y passe. Et donc, ces hommes qui vont être nommés vont avoir pour charge d'aller chercher l'information. Voilà. Et aujourd'hui, quand on essaie de comprendre pourquoi dans un système devenu de plus en plus fermé, de plus en plus autoritaire, de plus en plus, disons, non démocratique, au sens où il n'y a jamais eu vraiment d'alternance au pouvoir en Russie, mais il y en a encore moins maintenant. Enfin, c'est complètement verrouillé aujourd'hui. En 2024, on a vu cette élection présidentielle avec 88% des voix. Bon. Bref, donc la question qu'on peut se poser, c'est à quoi servent ces élections? Voilà. À quoi ça sert, hein, puisqu'elles sont, elles sont pas forcément très truquées, mais elles sont de toute façon, les scores ne reflètent pas vraiment le vrai score pourrait se trouver vers 60, 65, 70%, quelque chose comme ça. Bon. Et d'autre part, à quoi ça sert d'organiser des élections? Pourquoi, s'il voulait être légitime, pourquoi il ne deviendrait pas, puisqu'il est un monarque élu, pourquoi il ne deviendrait pas un monarque tout court, un non élu? Et en fait, les élections sont très très importantes pour comprendre, pour faire remonter l'information vers le haut. C'est ça qu'on ne voit pas tellement dans le système. Enfin, on le voit très bien. Des gens qui sont dans le milieu politique en France comprennent ça très bien. Bon. Qui ont déjà organisé des élections. Ils savent très bien que les élections, ça ne sert pas uniquement à tester sa popularité, ça sert aussi à voir comment les institutions fonctionnent, qui fait quoi, qui est loyal, qui n'est pas loyal, qui fait bien son travail, qui ne le fait pas, etc. Et c'est exactement à ça que ça sert en Russie aujourd'hui. Les élections présidentielles sont un grandeur test, enfin un test grandeur nature du fonctionnement de toutes les institutions. Région par région, on fait et donc les représentants plénipotentiaires qui existent toujours font des rapports très détaillés. Moi, j'ai eu quelques rapports en main, de manière tout à fait informelle. Hein. C'est très intéressant de voir, par exemple, qu'à Novosibirsk, donc en 2024, le représentant plénipotentiaire a fait un rapport qui fait quelque chose comme 800 ou 900 pages sur le déroulement des élections présidentielles dans la région. Vous voyez, donc, ça veut dire que voilà le mécanisme. Et donc, c'est ce que la marque Poutine, ça va être ça. Ça va être ça assez rapidement, puis ça va se mettre en place, puis ça devient de plus en plus centralisé et autoritaire. L'autre marque de poutinienne au Kremlin, ça va être le changement de politique étrangère. Alors ça, je peux y revenir si vous voulez, je ne me rends pas très bien compte, je crois que j'ai trop parlé déjà. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important, puisque de plus en plus, il va devenir un président international, un président de la politique étrangère, au point que les Russes, vers 2016-2017, commencent à se fatiguer un peu, et au moment où il doit se faire réélire en 2018, il y a plein de gens qui disent, d'accord, mais enfin, il a un peu perdu le fil avec le pays, il s'occupe de la Syrie, de l'Ukraine il y en a un peu marre de la Syrie et de l'Ukraine, nous aussi on existe. C'était un peu ça le message. Et il va entièrement axer sa campagne de 2018 sur des questions sociales et régionales. Et donc, un des grands trucs de 2018, ça va être le développement de la télémédecine dans les régions difficiles. Tous les Russes ont le droit d'être soignés, mais donc c'est très difficile parce que c'est très loin, donc on va développer la télémédecine. Et quand vous lui posez une question sur la politique étrangère, il dit non mais j'y répondrai, mais d'abord je parlais de la télémédecine. Donc il avait bien compris le message, donc l'information était bien remontée. Vous lui avez dit, bon, il faut vous occuper un peu de la vie quotidienne des gens, parce que les gens ont un peu ras-le-bol de vous entendre disserter sur l'Occident, la Syrie, etc. Alors, si je peux y revenir, si vous voulez, je vais laisser place aux questions. Je voulais juste vous dire que dans les légendes de Vladimir Poutine, j'ai voulu partir. Alors, le mot légende, il y a deux sens. Hein.
c'est une légende au sens contes et légendes. Bon, voilà, donc il y a des contes et légendes comme ça. Donc il y a des tas de choses qu'on dit sur Poutine. Poutine est un milliardaire caché en fait. Poutine il veut reconstruire l'URSS, profondément anti-occidental. Il se prend pour un nouveau tsar. Voilà. Après, sur sa vie privée, il y a des tas de choses qui circulent. Donc je suis parti de ça. Mais la légende, ça veut dire autre chose, parce que en espionnage et dans le vocabulaire du renseignement, la légende, c'est une identité fictive construite entièrement à partir d'identités multiples, mais qui doit être plausible. Voilà. Et je pense que la manière dont Poutine a construit sa personnalité politique est vraiment une légende, c'est-à-dire au sens comme un agent de renseignement. C'est-à-dire tout est absolument calculé. Et sa vraie personne, si j'ose dire, apparaît que dans la mesure où ça sert la légende. Alors, qu'est-ce qu'on voit de sa vraie personne? On voit des choses, on voit qu'il aime les animaux, on voit qu'il vit de manière très recluse. Alors, il y a beaucoup de choses sur la réclusion. Est-ce que c'est une vraie réclusion? Est-ce que c'est une fausse réclusion? Est-ce qu'il est en fait... il a divorcé quand il était en fonction. Alors ensuite, maintenant, il y a des tas de rumeurs sur le deuxième, voire un troisième mariage, de nombreux enfants éventuels, avec une gymnaste, enfin bon, bref. Tout ça, j'en parle parce que ça participe, en essayant de montrer comment on n'arrive pas en fait, à percer. Donc, c'est vraiment la personnalité publique est très bien, la personnalité de Poutine est très bien protégée de ce point de vue-là. C'est un people, mais c'est pas le prince de Monaco. Hein, c'est un people qui se fait pas piéger. C'est un people qui donc, voilà, c'est un peu particulier. Et puis il y a aussi un autre élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est ces amitiés un peu étranges. Et puis ces mauvaises fréquentations, ces légendes noires, j'en parle un peu. Et puis ces mots, ces phrases, ces petites phrases, ces dérapages verbaux, bon, j'en ai fait un petit encadré, qui me semble très sibyllin parfois. Voilà. Donc je ne vous cite pas la phrase très célèbre sur les terroristes tchétchènes qu'on doit donc aller tuer. Voilà. On peut, dans la traduction exacte, cela veut dire que si nous les attrapons dans les toilettes, eh bien, pardonnez-moi l'expression, nous irons les buter dans les chiottes. Voilà, la question est réglée. Il y a cette phrase extrêmement étrange prononcée en 2022 à un journaliste allemand. Si vous voulez devenir un islamiste radical et vous faire circoncire, je vous invite à Moscou. Nous sommes un pays multiconfessionnel, nous avons des spécialistes de la question et je recommanderais de vous faire cette opération de façon à ce que rien ne repousse. Conférence de presse. 2007. Suis-je un vrai démocrate? Bien sûr, absolument, un pur démocrate. Mais vous savez quel est le problème? C'est que c'est même plus qu'un problème, c'est une tragédie personnelle. C'est que je suis tout seul. Des comme moi, il n'y en a tout simplement plus. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Torture à Guantanamo, sans-abri, détention sans jugement, etc. Regardez ce qui se passe en Europe, des manifestations durement réprimées, tirs au taser, utilisation massive de gaz asphyxiant, et je ne parle même pas de ce qui se passe dans l'espace post-soviétique. Depuis la mort du Mahatma Gandhi, je n'ai plus personne à qui parler. Alors là, donc un certain humour. Hein. En 2006, on m'a demandé à quel âge j'avais eu mes premières relations sexuelles. Je ne me souviens pas de la première fois, mais je me souviens exactement de la dernière fois, à la minute près. Ça, c'est une phrase sur laquelle je m'interroge toujours, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et les deux dernières, pour mettre un peu dans l'ambiance et détendre avant de parler avec vos questions. Si quelqu'un prend la décision d'anéantir la Russie, il parle de la guerre nucléaire, on est en 2018, nous avons le droit de répondre. Oui, ce serait une catastrophe pour l'humanité. Mais en tant que citoyen russe, en tant que chef de l'État russe, je vous demande, à quoi bon un monde où la Russie n'existe pas? Et la dernière en date, que je trouve peut-être moins drôle, comment dire, les élites occidentales sont habituées depuis des siècles à se remplir le ventre de chair humaine et les poches d'argent. Mais elles doivent comprendre que le bal des vampires touche à sa fin. Voilà. Alors j'ai
pas parler de plein de choses qui sont dans le bouquin. Je me rends compte, en fait, que j'ai écrit plein de choses là-dedans. Je sais pas, qu'il y a beaucoup de choses. J'ai essayé de faire court. Je vous laisse la parole. Je réponds volontiers à toutes les questions. Merci Jean-Robert. Celles auxquelles je peux répondre en tout cas. Merci beaucoup. Bah, vous avez la parole, je vous en prie. Je ne vois pas tout le monde, mais manifestez-vous. Alain, que je vois à peu près. J'ai une description de la Russie qui, j'ai l'impression qu'il a dû la recentraliser. Dans un imaginaire occidental, pour un ancien pays communiste, on pense que c'est un pays hyper centralisé, complètement verrouillé. Et c'est pas exactement la description. Enfin, c'est pas ce que j'ai entendu de votre description, en tout cas. Bah, ça dépend des moments. Alors, évidemment, le pouvoir central veut tout. Alors ça, c'est ce que j'ai expliqué dans un livre que j'ai écrit un peu avant, pour lequel vous m'aviez gentiment invité, qui s'appelle Le logiciel impérial russe. J'essaie de montrer que cette dynamique de centralisation, elle est vraiment toujours à l'œuvre chez les dirigeants moscovites, mais que c'est toujours un défi, c'est toujours très difficile. Donc, la Russie, c'est un pays dont les dirigeants veulent souvent pratiquer une politique centralisatrice, voire extrêmement centralisatrice, voire complètement totalitaire comme sous Staline, mais que justement, la réalité, c'est celle d'un pays qui se laisse difficilement gouverner de manière centralisée. Voilà. C'est très complexe. Alors il y a des raisons territoriales, purement géographiques. Il y a la taille, il y a aussi la distance, il y a la distance mentale aussi quand on est à Vladivostok, même si on est quand même à 8 heures de décalage horaire avec Moscou, enfin 7 heures maintenant de décalage horaire avec Moscou, on est loin, on a le sentiment d'être loin, etc., d'être parfois un peu abandonné, donc il y a ce sentiment d'abandon des personnes. Le pouvoir central ne pense pas à nous, tout est pour Moscou, etc. Donc il y a une très forte dynamique Moscou-territoire aussi, un peu comme en France, Paris et province. Enfin, c'est un peu comparable. Mais non, la centralisation, c'est toujours un défi et c'est toujours très complexe. C'est aussi toujours très complexe de s'assurer que les lois sont bien appliquées comme elles doivent l'être. C'est le contrôle politique et administratif de l'acte de gouverner est très complexe. Alors c'est très complexe depuis toujours. Et ça l'est aussi dans les années 90 avec le changement, la chute de l'URSS, mais surtout la privatisation de l'économie. Ça a engendré une très grande décentralisation du pays. Donc la tâche de Poutine a été recentralisée parce qu'effectivement, il y avait des situations extrêmement décentralisées au point que, par exemple, des régions comme Sverdlovsk avaient décidé un code fiscal complètement en contradiction avec le code fédéral qui permettait d'instituer des taux de TVA supplémentaires. Enfin, il y avait vraiment un grand désordre, on va dire, juridique dans le pays qu'il a fallu remettre en place. Non, ça ne va pas de soi. La centralisation n'est jamais parfaite, on voit toujours ces régimes communistes comme des régimes où on appuie sur un bouton et hop, tout fonctionne, mais pas du tout. Hein. Et je pense que c'est bien montré maintenant qu'on travaille sur des archives soviétiques, des archives est-allemandes, tchécoslovaques, tout ce que vous voulez. On voit bien que ça n'a jamais été, ça n'a jamais marché comme sur des roulettes. Il y avait des résistances, des complexités. Des fonctionnaires qui détournaient l'argent, qui n'obéissaient pas, qui faisaient semblant d'obéir. Enfin, c'est communiste, mais ça reste humain. Ouais. Alors donc effectivement, Poutine, cette centralisation qu'il mène, il la mène non pas... il ne parle jamais comme une restauration, ça c'est important de le souligner, mais comme une nécessité économique et sociale. C'est-à-dire on n'est pas dans un discours qui consisterait à dire bon, on avait un ordre qui marchait bien et puis tout a été détruit, il faut le restaurer. C'est pas du tout comme ça qu'il en parle. On a la nécessité pour construire une économie de marché moderne, de poursuivre la modernisation du pays. Il faut qu'on ait un système juridique et fiscal à la hauteur. Donc il faut qu'on modernise tout ça et donc on centralise. Et dans un pays où les 50% de la richesse nationale est produite dans 7 régions, hein, sur 85, et toutes les autres régions sont des régions qui dépendent de la redistribution, on est obligé d'avoir un État assez puissant, assez fort et assez redistributeur, donc il faut faire remonter
l'argent. Donc en fait, la tâche de Poutine dans les années 2004, ça a été vraiment de faire une réforme fiscale et budgétaire de manière à remplir les caisses. Hein. C'était vraiment la priorité. Et donc pour remplir des caisses, il faut exercer toutes sortes de pressions politiques, administratives. Voilà. Donc, mais c'est pas, ça n'était pas un discours néo-soviétique. C'est souvent présenté comme il veut restaurer l'URSS. Pas du tout. Hein, pas du tout. C'est pas. Bien qu'il considère qu'à l'époque soviétique, il y a des choses qui ont été instituées qui étaient très bonnes. Puisqu'il a même dit que Staline était un excellent gestionnaire, etc. Il y a eu ces phrases. Bon, voilà. Un gestionnaire qui, quand même, dans un pays dans lequel à peu près 20% de la main-d'œuvre était quand même composée de détenus. Hein. Bon. Donc c'est pas la même situation qu'aujourd'hui. Qui demande la parole? Yves? Oui, donc beaucoup de détenus de Leningrad. Alors justement, son rapport avec Staline, c'est parce que Staline, parfois on dit que c'est un peu son modèle, etc. Mais en même temps, on dit aussi beaucoup que Leningrad a beaucoup souffert sous Staline, enfin les dernières purges. Alors les premières et les dernières, si j'ose dire, l'assassinat de Kirov déjà, hein, et ça a commencé à Leningrad. Les purges politiques, proprement politiques du stalinisme ont commencé à Leningrad, puisque Kirov était perçu comme un rival qu'il fallait absolument détruire hein, par Staline. Mais après aussi, vous avez raison de le dire, les dernières purges, c'est-à-dire cette période des années, tout début des années 50, hein, la période jdanovienne, si on peut dire, et l'affaire des blouses blanches, etc., c'était particulièrement dur à Leningrad. Parce que Staline percevait Leningrad comme... D'ailleurs, pas seulement Staline, Lénine aussi. Enfin, les bolcheviks percevaient Leningrad comme l'ancienne capitale, et que dans cette ancienne capitale, Petrograd, Pétersbourg, etc., rien ne pouvait venir de bon, c'était les odeurs méphytiques de l'ancien régime, si vous voulez. Hein, donc tout ça remontait. Bon. Et qu'il fallait se méfier des gens de Leningrad parce qu'ils étaient toujours en train d'ourdir un complot éventuel contre Moscou. Voilà, cette espèce de rivalité. Alors ça, c'est effectivement cette rivalité Leningrad-Moscou, Saint-Pétersbourg-Moscou, elle est revenue un peu au moment où Poutine est arrivé au pouvoir. Il y a eu beaucoup de gens à Moscou qui ont dit « ça y est, c'est Saint-Pétersbourg qui va prendre le pouvoir ». En fait, bon... c'est pas vraiment tout à fait ça. Hein. Mais c'est vrai que Poutine est très fidèle à sa ville natale, il est très attaché et est très fidèle à son cercle de proches qui s'est constitué dans l'administration Sobtchak, pour toutes sortes de raisons. Et puis, il a fait rénover des palais, dont un de manière particulièrement luxueuse, etc. Mais néanmoins, si vous voulez, aujourd'hui, Pétersbourg n'est pas plus ni moins privilégié que d'autres villes, n'est pas spécialement privilégié par Poutine. Et ce qui s'y passe, c'est très contrôlé, en fait, politiquement, parce qu'il connaît tout le monde et il y a pas mal de personnalités locales de Pétersbourg qui sont complètement... dirigé de Moscou, quoi, on va dire. Donc la rivalité n'est plus la même. Aujourd'hui, il y a des territoires en Russie, ça c'est mon nouveau sujet de recherche, enfin ça a toujours été mon sujet de recherche, mais j'y reviens. Il y a des territoires en Russie qui attirent beaucoup plus l'attention du Kremlin et du pouvoir central que Saint-Pétersbourg. En fait, la Russie en fait est très déterminée par des régions très problématiques sur lesquelles le contrôle est problématique. Donc c'est beaucoup plus important pour Poutine de bien contrôler ce qui se passe en Tchétchénie, de bien contrôler ce qui se passe à Kaliningrad, de bien contrôler ce qui se passe en Extrême-Orient, de bien contrôler ce qui se passe dans les régions du Nord-Caucase de manière générale, et aussi des régions clés pour l'industrie, pour le complexe militaire-industriel comme Nijni-Novgorod, Kazan, Tatarstan, Bachkirie, tout ça, que Saint-Pétersbourg qui pose strictement aucun problème. Voilà, mais... Et puis, il n'y va pas tellement souvent. Alors, il se déplace beaucoup en Russie. Il se déplace beaucoup en général et beaucoup en Russie. Par exemple, en 2023, il a fait 54 visites dans le pays. Hein. Donc, 54 visites sur 352 jours. Ça fait beaucoup, en fait. Ça veut dire qu'il se déplace toutes les semaines, au moins. Bon. Et donc, il n'y a pas plus de visites à Saint-Pétersbourg qu'ailleurs. C'est pas une destination privilégiée.
il y a d'autres destinations privilégiées. Et apparemment, ils se reposent plutôt à Sotchi qu'à Saint-Pétersbourg. Plutôt dans le sud. Voilà. On peut le comprendre. Question? Quels sont ses rapports avec l'Église? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors c'est une question avec laquelle je suis mal à l'aise parce que d'abord moi je ne connais pas grand-chose à l'Église orthodoxe et d'autre part il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc alors il y a une attitude de très bons chrétiens qui va à la messe à Pâques avec le cierge. Bon ça C'est de la com? je dirais c'est la com de tous les politiques aujourd'hui en Russie. Hein. Il faut absolument s'afficher. Alors maintenant, il faut s'afficher non seulement à la messe de Pâques, mais il faut aussi s'afficher comme étant éventuellement un donateur à l'église orthodoxe, au monastère du coin, à la paroisse du coin, etc. Et puis maintenant, il y a cette obsession, si j'ose dire, cette pratique très courante dans les entreprises, dans les grandes entreprises, petites entreprises, PME, tout ce que vous voulez, administration municipale, régionale, fédérale, tout ce que vous voulez, de faire bénir les lieux partout. Donc on fait venir des popes, à mon avis, il doit y avoir une armée de popes qui fait que ça. Donc on va bénir tel magasin, puis après on va bénir telle succursale, puis on va bénir une nouvelle locomotive qui est là, puis on va bénir un nouvel avion, puis on va bénir... Bon. Et donc ils n'échappent pas à ça, c'est-à-dire qu'on fait... il y a beaucoup de popes qui sont visibles dans l'entourage, donc on les voit, ces hommes d'église, beaucoup plus qu'avant. J'irais même beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Mais ce n'est pas forcément lié à Poutine lui-même. C'est vraiment quelque chose qui est plus général en Russie. En Russie et aussi dans d'autres pays orthodoxes. Je dirais qu'en Géorgie aussi, c'est devenu absolument partout. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas d'explication. Il y a des gens plus qualifiés que moi qui vous diront pourquoi. Alors, il y a une relation très particulière avec un homme d'église particulier qui est celui qu'on appelle son confesseur, qui considère, enfin, les bruits disent qu'il est donc le confesseur de Poutine, et donc ce Shevkunov, qui est devenu métropolite là il n'y a pas très longtemps, accompagnerait Poutine dans ses déplacements et aiderait Poutine à retrouver la voie de la foi, le faire prier correctement, le mettre sur les bons rails, comment dire, doctrinaux et je sais pas quoi, enfin, voilà la vraie foi. Et à plusieurs reprises, selon des sources assez fiables en général, il y aurait une espèce de retour à la foi de Poutine, en particulier depuis 2016-2017. Voilà. Alors, ce retour à la foi, il ne se manifeste publiquement que par un certain discours très politique, très conservateur, qui est devenu, qui a pris de l'ampleur à partir des années 2016-2017, et donc qui est aussi concomitant de la montée en puissance d'un certain nombre de personnages politiques à la Douma et dans l'entourage de Poutine, avec des visions très familialistes, si j'ose dire, très conservatrices. Donc on a vu à la Douma des débats sur l'avortement qu'on n'avait jamais vu en Russie. La question ne se posait pas, c'était pas du tout bon. Tout d'un coup, c'est devenu une question. C'est à cause d'un problème de natalité? Ah bah oui, il y a ça, il y a un problème de natalité, mais par exemple, il y a eu dans les réformes constitutionnelles qui ont été adoptées en 2020, on a fait adopter dans la Constitution une définition du mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. Bon, ça c'est très, enfin, je veux dire, cette vision conservatrice. Comment? Non, mais je veux dire, c'est aussi, si vous voulez, c'est un texte qui a une visée internationale aussi. C'est-à-dire, on se démarque de l'Occident, donc qu'on appelle Gnilo et Zapad, donc l'Occident décadent, ou l'Occident qui pourrit voilà, l'Occident qui est en train de pourrir en fait. La Russie, et donc à ce moment-là, Poutine a eu plusieurs déclarations qui disent la Russie est devenue... En fait d'Occident, c'est nous, l'Occident. C'est nous qui gardons les valeurs de l'Occident. L'Occident est en train de pourrir sur pied. Il ne le dit pas comme ça, mais presque. Voilà. Donc c'est difficile, pour répondre à votre question, c'est difficile de démêler ce qui est proprement politique et ce qui est vraiment religieux.
Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie foi chez Poutine? Alors, il accomplit des actes que tout le monde accomplit, je veux dire, même moi qui ne suis pas très religieux, hein. Je vais me baigner à l'épiphanie, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un truc que j'adore faire. Donc ça, à l'épiphanie, on va se baigner dans l'eau froide. Donc les Russes, enfin les amis russes, tout ça, on va à Dravec, on se baigne dans la Seine, par exemple. On fait ça tous les ans. Voilà. Mais c'est très... Ah ben c'est pour se purifier, donc il faut... au moment de l'épiphanie, donc juste donc dans le calendrier orthodoxe, c'est vers le 20 janvier, par là. On va en Russie, quand il y a de la neige, on creuse un trou dans la glace et hop, on va se mettre dans l'eau, etc. Il ne faut pas spécialement très religieux pour faire ça. C'est aussi un truc un peu comme ça. Comment? Culturel. Voilà. Culturel, c'est aussi un défi un peu. C'est assez rigolo. C'est bon, quelque chose d'assez festif en fait presque. Hein. Bon. Ça, il le fait depuis toujours, et dans un certain rituel. Et comment? Oui, Poutine qui fait ça. Et Poutine fait ça, oui, Poutine fait ça, mais il n'est pas le seul à le faire, il y a des milliers de gens qui font ça. Vous voyez? Et justement, cette affirmation de sa foi, elle est en phase avec celle du peuple? Il y a une espèce de retour à l'Église pour les rituels, pour les mariages, pour les baptêmes. Tout le monde se fait baptiser maintenant, alors personne ne se fait baptiser en 91. Maintenant, il faut absolument... Les baptêmes, les mariages religieux sont très courants, ils n'étaient pas du tout avant. Donc oui, il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises qui ont été reconstruites. L'Église a énormément d'argent et ça c'est un vrai mystère pour moi. J'aimerais bien comprendre d'où ça vient, mais bon, voilà. Et c'est très très riche. Hein. L'Église est très très riche. Tous les monastères ont été refaits, tous les toits redorés, les coupoles, ça brille de mille feux. C'est magnifique d'ailleurs. Hein. Moscou est redevenu absolument magnifique de ce point de vue-là, mais voilà. J'aimerais bien comprendre comment... L'économie politique de tout ça, ça m'intéresse beaucoup, voilà. Est-ce que le peuple est devenu beaucoup plus religieux? Oui, je veux dire, c'est pas simplement lui, l'affirmation d'une politique... Il y a aussi l'affirmation d'une identité, il y a aussi la quête. J'ai eu une conversation très intéressante il y a quelques années avec le patron de la bibliothèque de l'administration présidentielle. Donc c'est le monsieur qui gère la bibliothèque des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires du Kremlin en fait, qui était un ami d'amis. C'était dans un cadre tout à fait privé. Puis je dis bon voilà, on discute. Et je dis mais qu'est-ce qu'ils disent ces hauts fonctionnaires? Qu'est-ce que vous commandez comme livre? Il dit c'est très bien parce que je commande tout ce qu'ils veulent et j'ai un budget illimité ou quasiment, donc on commande déjà tous les ouvrages juridiques, tout ça, voilà. Obligatoire, hein, administratif, tout ça. Et puis après, je commande aussi un certain nombre d'ouvrages, un peu de politique générale, de géopolitique, un peu. Mais en fait, c'est pas ce qu'ils me demandent. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'ils vous demandent? C'est quoi la demande? La demande, c'est l'ésotérisme, le développement personnel et tout ce qui est voilà, magie. Voilà. Et alors... je dis, ah bon, après, il a parlé de ça pendant une demi-heure et c'était hallucinant. Donc, j'ai appris que, par exemple, on s'échangeait des adresses de mages, hein, donc ce qui s'appelle en russe extrascience. Donc, c'est des gens qui. Alors, il y a des magnétiseurs et puis il y a aussi des gens qui enfin, si j'ai bien compris, vous prédisent l'avenir, comme ça, où il y a toutes sortes de types de magie. Hein. C'est très populaire. Donc, on est dans l'équivalent de, si je dirais, l'administration des ministères en France, enfin, les énarques, quoi. Enfin, l'équivalent, il n'y a pas d'équivalent. Mais... Donc, il y a une très grande intérêt pour... Et alors, il y a ça, développement personnel, et tout ce qui est régime alimentaire, donc... bien-être personnel, corporel, les livres sur le feng shui, comment aménager sa maison. Mais ça, c'est voilà. Typique de l'Occident aussi. Alors ça, c'est typique de l'Occident aussi, mais les mages et tout ça, non. Oh, j'en sais rien, je ne fais pas de sociologie. Oui, déjà le chamanisme. Oui. Alors, chamanisme. Voilà. Comment? Il y avait ça, mais pas à ce point-là. Il y avait ça. Par exemple, Brejnev, il y avait ça. Oui, Brejnev avait une masseuse et plus si affinité, et puis aussi une magicienne, enfin qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait, connue. Non, pas chamane, c'était vraiment une tirer les cartes, quoi. C'est vraiment une voilà. Une voyante. La voyante, voilà, une voyante, voilà, une voyante.
Oui. C'est vrai. Aussi. Médium, voilà, c'est le mot que je cherchais. Extrasense, c'est les médiums. Et donc, il y a beaucoup de médiums, et donc on s'échange des adresses de médiums, et ça fait beaucoup de... donc on fait tirer les cartes pour savoir où on achète un appartement, plutôt dans tel quartier, plutôt dans tel autre, etc. Et donc il y a des bouquins, et il me disait, c'est vraiment Puis après, on fait venir- beaucoup des commandes, c'est ça. Est-ce que la littérature sous Brejnev, je pense que, enfin j'en sais rien, mais je pense qu'il y avait encore un fond de vieille culture traditionnelle russe, c'est-à-dire la musique, la littérature surtout beaucoup. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Si vous discutez avec des hauts fonctionnaires d'une trentaine d'années, ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années, j'ai interrompu ça à cause de la sanction, on ne peut plus vraiment y aller officiellement, mais j'ai commencé à faire des entretiens systématiques. C'est pas ce qui m'a frappé, c'était pas leur grande culture, du tout. Voilà. Je voudrais savoir s'ils ont congédié leur médium ou changé de catégorie après l'échec de l'opération militaire spéciale sur Kiev. Alors, je pense qu'il y a eu des médiums qui ont été consultés sur la chose, et je pense qu'il y a même des médiums alors, il y a énormément de clergés qui se baladent dans les tranchées, ça je le sais par des amis qui m'ont confirmé, ouais. Et il y a aussi des médiums et des deux côtés, hein. Du côté ukrainien, il y a beaucoup ça aussi. C'est-à-dire, c'est un vrai phénomène. Mais Il faudrait étudier. Voilà. alors, ma question alors, va paraître baroque par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que on a beaucoup parlé en France des influences idéologiques, Oui, Douguine, etc., c'est ça. Ouais. sur Poutine? Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un homme qui est sensible à une idéologie vraiment constituée? Et par ailleurs, est-ce qu'on sait ce qu'il peut lire, à quoi il s'intéresse? Justement, Oui, si alors les je sais. cadres du régime ne lisent pas beaucoup de littérature ou pas du tout, est-ce que lui-même est habité par la culture russe? Est-ce que, je sais pas, les poèmes, etc. Enfin, Alors, je n'ai jamais rencontré, donc je peux n'y parler, mais je sais que vous faites allusion au livre de Michel Etchaninov qui s'appelle « Dans la tête de Vladimir Poutine », dans lequel Michel prête à Poutine une formation assez considérable du point de vue de la science politique, hein. Il aurait lu donc, des tas de gens comme Ilyin, qui est un auteur vraiment... moi j'ai lu, mais enfin c'est très bon, très parti. Ivan Ilyin, qui est un auteur des années 30, 40, 50, qui a été exilé, enfin un auteur de l'émigration, hein, russe, qui a quitté la Russie dans les années 20 avec la Révolution. Qui prônait une sorte de monarchisme corporatiste, traditionnaliste, voilà, un peu fascisant sur les bords. Bon, voilà, il a vécu sa vie en Suisse. Bon. Et donc, Michel Etchaninov dit voilà, Poutine cite Ilyin là, et ça c'est inspiré par Ilyin, et il a effectivement cité Ilyin. Bon. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est que j'ai connu deux personnes qui ont écrit des discours de Poutine à deux périodes différentes. Donc j'ai connu quelqu'un qui a été un de ses speechwriters dans les années 2006-2008 et un autre dans les années 2016-2019. Et les deux m'ont dit qu'il écrivait, enfin que les discours importants, c'est lui qui les écrivait et qu'il écrivait vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui travaille à ça, mais il apporte sa touche, il corrige, il rajoute, etc. Mais que les citations, ce genre de choses, c'est pas lui qui va aller chercher. C'est pas lui qui va aller chercher Ilyin, décider de citer Ilyin. Ça, c'est plutôt des speechwriters, mais en même temps, comme il relit tous ses discours, ou presque tous, on peut considérer qu'il accepte. Voilà. Alors, est-ce qu'il a la culture? Est-ce qu'il est idéologiquement imprégné de tel ou tel? Moi, je pense pas. Je pense pas. Mais je pense qu'il a des idées politiques, des opinions politiques très arrêtées, mais qui ne sont pas forcément, pas du tout idéologiques. Je pense que c'est quelqu'un qui a des réflexes et des idées politiques très arrêtées. C'est-à-dire que nous, c'est pas quelqu'un qui croit visiblement à la démocratie délibérative, hein. Et je crois que ça, c'est plutôt quelqu'un qui pense qu'il faut que les ordres soient donnés, qu'ils soient appliqués, que sinon ça va pas tourner. Et c'est plutôt quelqu'un avec
un schéma autoritaire dans la tête, ça me semble évident. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit influencé par Ilyin, Abatien ou Solovyov ou des auteurs russes, ou même non russes. Alors je pense qu'il a lu un certain nombre de choses. Je pense qu'il a lu par exemple Solzhenitsyn, parce que ça apparaît souvent dans ses discours, et c'est souvent qu'il le cite, et souvent cite aussi des morceaux de Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag, un de ces derniers là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais il est, à mon avis, pas sous l'influence d'une doctrine. C'est pas quelqu'un qui est un homme de doctrine, à mon avis, pas du tout. Là, c'est donc, ça rejoint la question religieuse, en fait. Parce que plus récemment, on a vu des discours beaucoup plus chargés idéologiquement chez Poutine. Pas forcément avec des citations, mais avec des références conservatrices, etc. Et là, on peut se demander, en fait, s'il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui lit davantage. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très bien entouré, et très bien conseillé, et qu'il a une super équipe de gens qui le briefent sur les questions internationales, parce que ça, il n'est jamais à côté de la plaque. Hein. C'est très rare qu'il soit bon. Il est assez bien informé sur la politique extérieure, enfin, la politique intérieure des pays européens, de chacun des pays européens, qui suit. Alors je pense qu'il doit y avoir un service de presse qui fait des lectures, qui lui envoie. Je pense que comme il vit pas au Kremlin, il doit... Aujourd'hui, avec les visios, tout ça, je pense qu'il doit consulter comme ça. Je ne sais pas comment ça marche, mais je sais qu'il n'aime pas tellement se déplacer dans Moscou, qu'il aime bien rester dans sa datcha, là, qui est à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Mais c'est pas quelqu'un qui a beaucoup le temps de lire, parce qu'il doit avoir un emploi du temps minuté. J'essayais de réfléchir à quel pouvait être son emploi du temps. C'est un emploi du temps... forcément hyper contraint, il n'y a pas une seule minute de libre. Donc à mon avis, il a dû s'aménager des plages de liberté, et ces plages de liberté, c'est pas pour lire. C'est pour faire du sport, c'est pour aller se promener, c'est pour s'occuper de ses chiens, c'est pour peut-être aussi mener une vie de famille avec ses filles, avec lesquelles il a des relations assez étroites. Je parle des filles, c'est intéressant, les filles de Poutine, parce que ça en dit long aussi sur le système politique et le personnage. Ces deux filles sont nées dans les années 80. Une est née à Leningrad, l'autre est née en Allemagne de l'Est, quand ils étaient en 87, je crois. Elles sont de 85 et 87. Donc elles ont maintenant, elles vont avoir 40 ans. Donc, elles ont grandi en Allemagne de l'Est, dans une espèce de résidence fermée du KGB à Dresde. Ensuite, elles sont rentrées en Russie avec leurs parents. Elles ont vécu à Saint-Pétersbourg. Leur père était donc numéro 2, enfin conseiller de Sobchak, mais elles étaient en relative liberté à l'époque. Puis après, leur père, quand il est devenu président, elles avaient 14-15 ans. C'est relativement jeune. Elles étaient encore collégiennes, lycéennes. Et hop, elles ont vécu une vie complètement sous contrôle, avec, j'imagine, résidence fermée, garde du corps, etc. Elles ont fait toutes leurs études en Russie. Il a tenu à ce qu'elles ne fassent pas un seul semestre à l'étranger, qu'elles n'aillent pas faire leurs études à l'étranger, comme d'autres enfants de la classe dirigeante russe, qui vont beaucoup à l'étranger. Ce n'a pas été du tout le cas. Elles ont fait des études scientifiques, l'une et l'autre. Et elles vivent sous des noms d'emprunt. Voilà, elles vivent sous des pseudos. Enfin, pas les prénoms, mais les noms de famille. Alors aujourd'hui, elles apparaissent publiquement. L'une parce qu'elle dirige un centre de recherche sur l'intelligence artificielle à l'université de Moscou, et que le sujet fait qu'elle est un peu en pointe. Et l'autre est médecin. Bon, elles ne parlent jamais de leur père, et elles ne sont jamais, les journalistes ne les interviewent jamais en tant que fille du président, bien sûr, mais en tant que médecin, autorité. Bon. C'est très étrange le rapport qu'il y a avec ses filles Poutine, parce que bon, alors après lui, rien ne transparaît de leur vie de famille, mais c'est évident que je pense qu'il a une vie de famille avec ses filles. Ça me semble tout à fait clair. Maintenant, il y a des petits enfants, tout ça. Bon, voilà. Mais rien n'apparaît. Il n'y a aucune. Voilà, donc je ne pense pas qu'il ait beaucoup le temps de lire pour répondre à votre question et de se poser des questions philosophiques sur suis-je plutôt. Alors, Douguine, c'est un mythe. D'ailleurs, Douguine lui-même le dit,
Il n'a jamais été influencé ni conseiller de Poutine, ni quoi que ce soit. Mais c'est ça la vie dure. Les journalistes occidentaux, à chaque fois, alors, quelle est l'influence de Douguine sur Poutine? C'est une question à laquelle j'ai répondu 50 000 fois en disant mais aucune en fait. Mais... Il a quand même perdu sa fille, Douguine. Ah oui, il a perdu sa fille. Oui, oui. Il y a eu quelque chose quand même. Ah bah, il y a eu quelque chose. C'est fait que la fille de Douguine, qui était aussi une grande militante, on va dire, de la mouvance eurasiste, on va dire d'extrême droite pour simplifier, mais en France, ce serait l'extrême droite. Hein. Tout est voilà. A été assassinée. Il y a eu un attentat probablement ukrainien contre elle. Hein. Ouais. Et donc c'est pas forcément lié à une éventuelle proximité de Douguine avec Poutine. C'est vraiment lié à la position de Douguine et de ses filles sur la guerre, hein, qui était ultra. Ils ont fait partie depuis la guerre. Ils font partie de ce qu'on appelle les turbo-patriotes. Donc les turbo-patriotes. Turbo-patriote, ça veut dire, c'est des gens qui trouvent que Poutine, dans la conduite de la guerre, c'est vraiment une chiffre molle. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû balancer un missile nucléaire sur Kiev et qu'on aurait dû reconquérir toute l'Ukraine, voire au-delà. Donc ces gens-là, donc Douguine est trop intelligent pour penser ça vraiment, mais je pense qu'il le dit parfois pour exciter les foules. Et entretenir c'est un gourou aussi, Douguine, hein, il a une espèce de secte autour de lui. La fille Douguine était de la cible d'Ukrainiens qui ont mené des attentats ciblés. Il n'y a pas eu qu'elle, hein, il y a eu d'autres attentats. Gros attentats, là, il y a eu un gros attentat. Après, il y a eu gros attentat entre Crocus, mais ça c'était un attentat djihadiste, hein, donc c'était pas du tout. Ouais, il y a eu un gros attentat mené par une branche donc afghano-tadjik de l'État islamique, qui a révélé toutes les faiblesses en fait de la sécurisation des sites en Russie. Bon, ça c'est une autre histoire. Bah, c'est comme les drones ukrainiens. Il y a eu un drone ukrainien qui est tombé quasiment à côté de la place Rouge. Alors, ça c'est pas trop, mais bon, voilà. Ça c'était en fin 2022. Justement, vous n'avez pas parlé de Poutine, chef de guerre. Non, pas trop. Mais dans votre livre, vous dites on raconte qu'il y a maintenant un Poutine collectif et que finalement, bon, il ne joue pas tellement un si grand rôle que ça. Alors, c'est effectivement, le Poutine collectif, c'est aussi dans les légendes. Donc, je suis parti de ce qu'on dit sur lui. Voilà. Donc, il y a, je dirais, deux versions absolument contraires. Alors, il y aurait le Poutine absolument tyran, absolu, hein, qui tire toutes les ficelles, contrôle tout, la parole, bon bref. Et puis il y aurait un Poutine collectif. Enfin, il y a toute une thèse développée par un certain nombre de politistes russes en exil, enfin devenus en exil, qui étaient plutôt libéraux, qui étaient plutôt chez Carnegie pendant un certain moment, etc., qui disent en fait, ça fait longtemps que Poutine a lâché l'affaire, gouverne plus vraiment. Alors après, il y a eu toute une mythologie sur ses maladies, donc je suis parti de là aussi, hein, puisqu'il a eu des cancers, toutes sortes de maladies très graves, bon bref, qui n'ont jamais été avérées en fait, hein, mais bon bref. Mais comme il y a un grand mystère sur sa vie privée, tout est possible, tout est imaginable. Et donc il y a aussi disons, une des légendes construite par un certain nombre de journalistes, ce serait de dire que Poutine, en fait, soit est malade, soit est très occupé, soit elle s'en fout complètement, et maintenant il vide sa fortune, et il s'échappe le plus souvent en Suisse pour aller rejoindre sa dulcinée, qui serait c'est plus la même aujourd'hui, paraît-il, mais qui serait une ancienne championne de gymnastique gymnastique rythmique, de laquelle il aurait eu entre 2 et 4 enfants, c'est plus très bien, s'il y en a eu 2 ou 4, qui serait en Suisse. Alors là, il y a des photos comme ça prises avec des télescopes, où on voit un gamin qui ressemblerait à Poutine, enfin, bon, ce genre de choses. Et donc, en fait, Poutine ne gouverne plus du tout et qu'il y a une équipe de gens qui font le boulot. Ça, c'est une des thèses. L'autre thèse, c'est de dire qu'il dirige tout, qu'il est absolument derrière toutes les portes en Russie et qu'il contrôle absolument tout. Évidemment, la vérité est entre les deux. Et moi, je pense que pour répondre à votre question, Bertrand, ces activités de chef de guerre l'absorbent au point que il y a quelque chose qui apparaît maintenant très clairement, c'est que le Premier ministre, qui joue un rôle extrêmement important, bon, il n'est pas
du tout médiatisé, s'appelle Mikhail Mishustin. C'est un ancien patron de la police fiscale de Russie. C'est quelqu'un spécialiste c'est Bercy, quoi, hein, pour prendre les mots français. Voilà. C'est un type très compétent, qui fait pas de bruit, qui est très efficace et qui a pris beaucoup d'importance parce qu'il pilote réellement une grande partie de la politique économique sociale et de fait, avec la guerre, tout le volet contre-sanctions et le volet complexe militaro-industriel, qui sont quand même des très très gros dossiers pour la Russie, parce que Poutine est essentiellement absorbé par le suivi au jour le jour de deux activités qui sont, à mon avis, assez chronophages, qui sont le suivi de la guerre proprement dit en tant que chef d'état-major des armées, enfin commandant suprême des forces armées, et pilotage de la diplomatie. Voilà. Donc maintenant, en fait, la politique économique et sociale serait entièrement entre les mains de Mishustin. Et ça, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que une grande partie de la politique interne et économique et sociale qui échappe complètement à Poutine maintenant. Et qui n'est peut-être plus très au courant de tout. Vous aviez parlé également de la présidente de la Banque centrale. La présidente de la Banque centrale, extrêmement importante, c'est elle qui a piloté les contre-sanctions et elle a vraiment mis en place, dès 2014, le système. Je pense que là, Poutine était un peu sur ses gardes avec elle, parce que pour des tas de raisons, elle apparaissait plutôt comme libérale. Et c'est plutôt quelqu'un d'assez indépendant et qui était peu dans le cercle du Kremlin, du premier cercle de Poutine. Et en 2022, au moment où la Russie, les sanctions sont tombées, enfin les grosses sanctions, c'est à SWIFT, quand on a coupé SWIFT, etc. Donc où la Russie s'est retrouvée avec des problèmes de paiement assez importants de ses importations et de ses exportations. Elle avait coordonné la mise en place d'un système avec donc l'État, mais aussi tous les patrons des banques, etc. Elle avait mis en fait en place un système de contre-sanctions et de contre-sanctions et de filet de sécurité face aux sanctions qui s'est révélé extrêmement efficace. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, en 2022, que il y a eu un gros changement en fait qui s'est opéré, mais qui n'était pas considéré, enfin qui était bon. C'est le changement de ministre de la Défense, c'est-à-dire que Poutine a changé le ministre de la Défense. Shoigu est allé au Conseil de sécurité et il a fait monter un certain Andrei Belousov. Bon, et ce monsieur Belousov, c'est quelqu'un qui est depuis toujours, hein, enfin depuis 2000 dans le sérail, mais qui est un pur civil, pur budget, pure finance, pure économie, qui est devenu ministre de la Défense, pour piloter justement le complexe militaro-industriel avec le Premier ministre et la patronne de la Banque centrale. Et paradoxalement, en fait, souvent on dit la guerre a accru le poids des militaires et des hommes en uniforme. Oui et non, en fait. Ça a accru considérablement aussi le poids des professionnels de la gestion de l'économie et notamment, le signe, c'est qu'on a choisi de mettre au ministère de la Défense un homme venu du civil, complètement civil, qui est un homme extrêmement loyal à l'égard de Poutine, mais qui a beaucoup d'autorité et qui est considéré comme un homme à poigne, on va dire, et qui a repris un contrôle très important sur le gouvernement. Donc ça, c'est aussi un aspect de la guerre qui est peu vu, c'est-à-dire que la guerre fait monter le secteur de l'armement et les banques qui vont avec. Et ça transforme l'économie de la Russie en profondeur, à mon avis. Je serais assez curieux de savoir ce qu'en pense Jacques Sapir. Je pense qu'il a déjà commencé à travailler là-dessus, mais ça va avoir des conséquences politiques très importantes pour l'après-guerre. C'est-à-dire que pour moi, le pouvoir va pas tomber entre les mains de l'armée ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça va plutôt passer dans cette économie donc très contrôlée par l'État, très en symbiose avec l'État, mais quand même privatisée, hein, avec des secteurs de haute technologie privatisés, et qui vont faire des choix durables et peser. Et ça ne va pas peser du côté occidental. Ça va peser, ça va vraiment se tourner du côté asiatique beaucoup plus, et Chine. C'est un tournant marqué dans l'économie, va être plus marqué dans l'économie même que dans la politique. Cette nouvelle alliance avec la Chine s'inscrit dans une mutation économique fondamentale, en fait.
C'est pas juste la diplomatie, on se rapproche des Chinois pour être contre les Occidentaux, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. Pourtant, on dirait qu'il y a un rapprochement avec Trump, non? Bah, un rapprochement tactique, c'est-à-dire que les deux ont une convergence stratégique, c'est-à-dire que Trump a décidé de faire une croix sur l'Ukraine, donc pour ça il faut se rapprocher de la Russie, et que Trump, à mon avis, veut chercher à desserrer les liens Pékin-Moscou aussi. Mais bon, on va voir ce que ça donne, parce que Trump et Poutine, c'est un peu le mariage de l'eau et de l'huile. Hein. On voit pas très bien comment ça peut... Bon. Apparemment, ils discutent, les discussions ont lieu. Pas forcément eux, mais leurs équipes. Mais... Une sorte de convergence idéologique peut-être au niveau de ce conservatisme. Oui, moi je vois surtout des convergences stratégiques plus que idéologiques. Mais oui, c'est vrai, bon, peut-être un peu. Mais je pense que Poutine a une grosse méfiance vis-à-vis de Trump, contrairement à... c'est évident. Enfin, c'est vraiment, là, pour le coup, on est dans deux personnages extrêmement... dont, à l'œil nu, on voit qu'ils sont très différents, quand même. S'il n'y a plus de questions... Ah si, Olivier, Alors, une ultime. La dernière. La dernière. Poutine et la monarchie russe. Ah. Trois questions. Quelle image il renvoie du... Ouais. Deuxième question. Je crois que c'est sous son règne, entre guillemets, que ont été réexhumés les restes de la famille impériale. Pas tout à fait, mais presque. Voilà. Oui. En tout cas, il y a quelque chose. Oui. Donc, est-ce que pour lui, ça a été quelque chose d'important, Ouais. contre les Russes, etc. Et puis, alors, de façon plus anecdotique, mais ça, je ne sais pas si vous avez des informations, est-ce qu'il y a des relations avec les descendants de la famille impériale? Alors oui, il y a eu des relations avec les descendants de la famille impériale qui ont été reçus au Kremlin par Poutine, je crois quelque part en 2014, un truc comme ça. C'est-à-dire la grande duchesse dont j'ai oublié le nom, vous connaissez peut-être, Evgenia, Victoria, je ne sais plus, une dame qui vit en Espagne, oui voilà, qui est la dernière descendante de la ligne Romanov, donc pas Nicolas, mais Konstantinovitch. Alors, c'est une bonne question. Alors, les restes de la famille impériale ont été rapatriés, enfin ont été exhumés puis enterrés dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul en 98. Donc c'est Boris Yeltsin qui était président à l'époque et effectivement à l'époque, moi il se trouve que je vivais à Saint-Pétersbourg à l'époque, donc j'ai assisté à ça. Enfin, c'était un événement pour la ville assez considérable puisqu'il y a eu pas mal aussi de présence internationale lors de cet événement. Et c'était une opération, si j'ose dire, vraiment de l'État fédéral, voilà, et avec la volonté de réconcilier la mémoire, enfin les mémoires. Alors Poutine est allé beaucoup plus loin que Yeltsin, je dirais, enfin peut-être Yeltsin serait allé aussi, mais dans cette opération de réconciliation des mémoires. Puisqu'en 2017, année centenaire de la Révolution d'octobre, il n'y a eu aucune festivité officielle de la Révolution, on n'en a pas parlé. Aucune. Zéro. La seule festivité officieuse qu'il y a eu, c'était le défilé des dirigeants communistes et de quelques militants sur la place Rouge devant le mausolée de Lénine. Il devait y avoir à peu près 500 personnes, peut-être 1000, pas sûr. Bon. Mais il n'y a eu aucune festivité officielle, aucun discours, aucune déclaration, rien du tout. Et il y a eu ça et là, des trucs à Simbirsk, la ville natale de Lénine, à l'université de Kazan, où il a fait ses études, il y a eu des petits trucs comme ça, mais bon. Et il y a eu une très nette volonté de ne pas du tout en parler. Cette année-là, on a inauguré à Moscou un truc qui est partout maintenant en Russie, dans toutes les villes, qui s'appelle le parc historique. Donc en anglais, History Park, Historicheski Park. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une opération du ministère de la Culture qui consiste à créer à l'ère numérique des espaces qui ne soient pas des musées, mais qui soient interactifs, modernes, un peu ludiques,
pour exposer la mémoire de la Russie et les périodes historiques. Et donc j'ai visité le premier qui était créé à Moscou, ouvert en fin 2016, début 2017, où toutes les périodes historiques sont exposées, des origines, voilà. Donc il y a des vidéos, des machins, des trucs. Enfin, c'est bien fait. Bon, c'est évidemment une histoire officielle. Rien n'est éludé, ni la Révolution, ni les purges, ni tout ça, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le dosage. Et dans des salles consacrées à la période 1914-1921, on va dire, hein, à peu près les 2/3 sont consacrés à la famille impériale. Et à la famille, et à Alexandra et Nicolas. Voilà. Et les enfants, et le destin tragique, etc. Comme vous savez, il y a toute une imagerie de cette famille qui est revenue, et tout un culte de cette dernière famille impériale qui s'est développée en Russie. Si vous allez dans les magasins de souvenirs, vous avez des portraits de Poutine, des mugs avec Poutine, des t-shirts, mais vous avez aussi plein de trucs avec les effigies de Nicolas, de la famille impériale, et des enfants, de Tsarevitch, etc. Voilà. Alors, dernier indice de la politique poutinienne, c'est d'avoir la même année, en 2017, ou peut-être l'année d'après, je ne me souviens plus très bien, organisé le retour à Moscou des cendres de plusieurs généraux blancs, donc Wrangel, Kolchak, je ne sais plus, Wrangel et Denikin, ça c'est sûr, et de les enterrer au monastère, enfin dans les murs du monastère d'Anskoï, hein, donc à Moscou, là où, d'ailleurs Masha Meril y était, parce que Masha Meril est la descendante d'une princesse, mais d'un général blanc, je ne sais plus lequel, elle s'appelle, j'ai oublié son nom, mais c'est pas son nom à elle, mais c'est, enfin bref, quelqu'un d'assez connu, pas hyper connu, mais très connu. Et donc, il a organisé ça en 2018, et donc, il y a eu des funérailles officielles, etc. Et ensuite, il a accepté que celui qui s'occupe de ce type de mémoire, qui s'appelle Konstantin Malafiev, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un oligarque très conservateur, alors lui très, très conservateur, très orthodoxe, etc., discute avec Philippe de Villiers de la création d'un parc historique du même type qu'à Moscou, mais dédié à la mémoire des armées blanches en Crimée, et surtout parce qu'en 1920, il y a eu très brièvement un gouvernement blanc en Crimée avec les armées Wrangel. Bon. Donc l'idée, c'était de faire en Crimée un parc un peu sur le modèle entre l'Historic Park et le Puy du Fou. Voilà. Voilà. Alors je ne sais pas où en est ce projet. Moi j'en ai entendu parler par un copain historien professionnel à Moscou qui travaille au musée historique de la ville de Moscou, qui a été francophone, qui a été contacté à l'époque, qui m'avait raconté le truc, et tout le monde s'esclaffait un peu dans le... voilà. Je ne sais pas où ça en est, ce projet, mais ça montre bien qu'il y a vraiment une volonté de mettre en avant cette mémoire-là et pas la mémoire bolchevique. Ça, c'est très, très clair. Voilà. C'est net, c'est très, très clair. Bon, puis ce qui est très clair aussi, c'est d'avoir, en 2012, changé les règles de la cérémonie d'investiture du président pour mettre, par exemple, faire marcher le président exactement dans les pas de l'empereur au moment de son sacre. Donc on a changé la cérémonie. Maintenant il passe devant la cathédrale dans laquelle étaient sacrés les empereurs. Bon, ils ne rentrent pas dedans quand même, hein, mais on n'ouvre pas les portes, mais ils passent à côté. Il faut faire tout un détour, donc ils passent à côté. Puis, en 2012, on a fait sonner le canon 3 fois, le canon impérial 3 fois. On a réintroduit l'hymne Bože Tsarya Chrani pendant la cérémonie d'investiture présidentielle, à la fin de l'investiture. Et puis traverse exactement les 3 mêmes salles en enfilade où on a des publics qui l'acclament, exactement comme c'était à l'époque de Nicolas II, parce que les seules images qu'on a d'un couronnement, c'est celui de Nicolas II. Alors, il y a des images, mais on voit très bien... voilà.
Alors, il n'a pas repris la tenue. Hein. Ah ouais, mais la tenue, ça, qui doit peser 50 kilos, à mon avis. Bon, mais oui. Non, non, je vous en prie. Ultime réflexion, oui, parce qu'il faut qu'on arrête. Ce qui est un peu bizarre aussi, c'est qu'il y a tout ça, et puis en même temps, il y a le fait qu'il ait gardé l'hymne soviétique, il a changé les paroles, mais encore que, par exemple... Oui, il a gardé la musique de l'hymne soviétique. Mais en Crimée, par exemple, c'est l'hymne avec les anciennes paroles qui est joué, paraît-il. Ah bon, ça je sais pas. Et puis, Les anciennes paroles soviétiques? Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qu'a écrit Yaroslav Trofimov, là, et d'autre part, je vois, moi, sur les chaînes, les YouTube qui rapportent quotidiennement la guerre d'Ukraine, cette politique des drapeaux, moi, ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire que les unités qui gagnent un village mettent très souvent des drapeaux soviétiques, en même temps que le drapeau russe. Oui, et alors en plus, soit le drapeau soviétique, soit une version du drapeau qui est le drapeau de la victoire, enfin, c'est quand même... C'est ça. Plus aussi beaucoup de drapeaux des républiques. Oui, on alors. Très bien, la Touva, etc. Bachkiri. Bah oui, parce que les hommes sont souvent venus de Touva et Bachkiri ou de Daghestan, etc. Alors, pourquoi pas? Alors, sur les drapeaux soviétiques, il y a une chose qu'il faut vraiment bien comprendre, en fait, dans la guerre, et en particulier sur le front du sud-est, c'est-à-dire la région de Donetsk et de Lugansk. C'est que, au départ, la guerre commence en 2014, et elle commence parce que il y a une mobilisation populaire, en fait, dans la région, donc qui n'est pas une mobilisation militaire, c'est pas un soulèvement, enfin, comment dire, c'est pas une mobilisation des hommes, mais c'est des milices armées. Et ces milices, elles sont constituées, sont encadrées et constituées d'anciens sidérurgistes miniers, enfin des mines du Donbass. Donc c'est la culture ouvrière, alors c'est l'aristocratie ouvrière soviétique, hein, dans ces mines-là. Et c'est des gens qui ne sont pas jeunes, ils ont au moins 40 ans souvent. Voilà. Bon. Ils prennent les armes et ils sont très soviétiques. Voilà. Et donc, dès qu'ils vont proclamer la République indépendante du Donbass et de Lugansk, il va y avoir à nouveau la faucille, le marteau, le rouge et bleu, en fait. Bon, ils sont très soviétiques, ils sont très attachés à la culture soviétique. Donc c'est pour ça qu'il y a un syncrétisme étonnant, hein. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, dans la même politique, d'être à la fois favorable, les mêmes personnes d'ailleurs, hein, d'être à la fois pleurnichées, si j'ose dire, sur la famille impériale et en même temps être attachées au passé soviétique. Chez la même personne, il n'y a pas de contradiction. Pour nous, il y en a une, parce qu'il y a quand même une... Enfin, voilà, mais ça fait partie, c'est un syncrétisme personnel très répandu. Et donc, cette présence des drapeaux soviétiques, comme vous l'avez dit très justement, c'est d'abord le drapeau de la victoire, qui est toujours le drapeau officiel. Le jour du 9 mai, on ne verra que ce drapeau-là. Bon, après, il disparaît, par contre. Et puis, dans les républiques du Donbass et de Lugansk, et même maintenant qu'elles sont devenues régions, elles ont été réintégrées, enfin, elles ont été intégrées, plus exactement, et annexées, etc. Ils ont gardé le rouge. Enfin, ils ont enlevé la faucille et le marteau, mais ils ont quand même gardé les couleurs. Donc, si vous voulez, il y a une identité très soviétique dans le Donbass qui est faite, c'est une région qui s'est développée dans les années 20, c'est l'industrialisation, c'est les premiers chantiers du stalinisme, en fait. Donc, c'est vraiment, alors là, vous êtes au cœur de l'identité soviétique, de ce qu'un de mes collègues américains a justement baptisé Soviet Pride. Donc, Soviet Pride, on trouve ça dans le Donbass, on trouve ça dans la région de Zaporizhia en russe. Alors, les Cosaques Zaporog, absolument, et puis c'est la grande station hydroélectrique, donc la grande centrale hydroélectrique, le barrage, tout ça c'était construit dans les années 20 et 30 avec c'est vraiment la fierté soviétique, oui. Voilà. Ouvrière. Et ouvrière. Soviétique et ouvrière, et aussi, il ne faut pas oublier que tous ces chantiers ont été menés aussi grâce à une population de prisonniers, quand même. Ah oui. Il y avait à la fois, on amenait les prisonniers, le goulag c'était ça aussi, c'était une main d'œuvre gratuite, taillable et corvéable, et puis voilà. Mais néanmoins, ça reste très... C'est pour ça que vous trouvez les drapeaux rouges. Puis il y a les Tchétchènes aussi, à Donetsk. Et alors, On les voit, on voit les drapeaux tchétchènes. Ouais. Ouais. Chers amis,
Merci Jean-Robert. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup.